Qui sont les moutons de Panurge aujourd'hui? Qui sont les gens qui suivent le troupeau? C'est précisément les gens qui s'habillent comme la publicité leur invite à s'habiller, comme les créateurs les invitent à s'habiller. Et après, vous regardez dans la rue, ils se ressemblent tous, plus ou moins. Les gens disent l'habit fait pas le moine. Certes, moi j'ai vu des gens très habillés qui étaient des goujats, et j'ai vu des gens très mal fagotés qui étaient des génies. Mais il y participe un tout petit peu quand même. Et ce qui est très étrange, et tous les jeunes gens qui démarrent sur ce chemin-là me disent tous la même chose. Ils me disent, Monsieur Jacomet, quand je mets une veste et un costume, on ne parle même pas de cravate encore, hein, je ne me comporte pas pareil. J'ai l'impression qu'il faut que je sois à la hauteur de l'image que je renvoie. Et donc on tutoie assez vite des notions comme la politesse, comme la bienséance, comme la préséance, et puis comme les codes sociétaux. La vraie modernité, c'est d'être capable de capter ce qui est éternel dans ce qui est éphémère. Tout est éphémère. La vie est éphémère, les modes sont éphémères, les courants politiques sont éphémères, tout est éphémère. Mais dans chaque sujet, il y a quelque chose qui est éternel. Pas beaucoup, mais quelques petites choses qui sont éternelles. C'est pas d'être comme les réactionnaires, d'être complètement attaché au passé en disant il faut absolument qu'on reproduise ça parce que ça marchait, etc. Non, ça c'est la réaction. Être conservateur, c'est de se dire il n'y a pas que des mauvaises choses là, et il y a des choses qui sont éternelles. Et je trouve, moi, qu'on est en train de perdre des choses éternelles, comme les relations humaines, comme la politesse, comme la bienséance, comme, je ne sais pas, des choses simples. On va dire, il n'y a pas un mouvement organisé qui est en train de dire « les gars, habillez-vous mieux parce qu'il faut qu'on résiste à la médiocrité ». Je préfère la notion de dissidence, même si, quand une dissidence commence à s'organiser, même de manière informelle, comme c'est le cas chez nous, ça devient in fine une résistance. Mais c'est d'abord une dissidence, c'est-à-dire de ne pas être dans le troupeau et essayer de vivre sa vie. Et la vraie liberté aujourd'hui, c'est pas d'enlever la cravate, mesdames, messieurs, c'est de la remettre. Ça va, je suis présentable? Très bien. Je trouve que c'est très bien. Parfait. Hugo Jacomet, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Avant de commencer, je rappelle à nos auditeurs de ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos actualités. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Suivez-nous aussi sur nos autres canaux, Instagram, Substack, Spotify. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, Hugo Jacomet, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Je pense qu'un grand nombre de nos téléspectateurs ne vous connaissent pas encore, donc je vous laisse la parole. Alors volontiers, je m'appelle Hugo Jacomet, j'ai 61 ans. Alors, comment décrire mon activité? On va décrire ça chronologiquement. En 2009, étant un passionné d'art tailleur, mon grand-père étant cordonnier, maman étant couturière, j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là. Et en 2009, un petit peu avant 2009 d'ailleurs, il se trouve que j'ai eu un accident de vie, j'ai divorcé et je me suis rendu compte que les dames aimaient bien les messieurs élégants. Et donc je me suis intéressé à ce moment-là vraiment à l'art tailleur et j'ai commencé à faire des costumes sur mesure, à m'intéresser à cet artisanat. Et puis, quand j'ai commencé cette chose-là, j'ai découvert immédiatement un univers insoupçonné. C'est-à-dire quand j'ai poussé pour la première fois de ma vie, je crois que c'était en 2007 exactement, la porte d'un tailleur à Paris, en disant « Tiens, j'aimerais bien faire un costume sur mesure pour être plus beau, pour me sentir mieux dans ma peau, peut-être même pour séduire », j'ai découvert, au-delà de l'habit lui-même, un univers complètement fascinant, avec des gens qui faisaient encore de la couture à la main, avec des maîtres tailleurs qui, pour moi, étaient plus proches presque d'une discipline artistique. Et donc, ça m'a passionné tout de suite. Et à cette époque-là, 2009, on était encore au balbutiement de l'Internet. Alors, l'Internet existait, bien sûr. Les réseaux sociaux, c'était vraiment balbutiant. Et donc, à l'époque, c'était la grande époque de la blogosphère. Et donc en 2009, le 31 janvier 2009, à 3 h du matin, je m'en souviens bien parce que c'est un moment qui a changé ma vie, littéralement, j'ai ouvert un petit blog qui s'appelle Parisian Gentleman, avec l'idée non pas d'en faire quelque chose pour travailler, mais simplement pour partager ma passion, et surtout pour partager mon expérience. Parce que quand je me suis intéressé à cette chose-là, j'ai commencé à chercher des magazines. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent sur le sujet? Est-ce qu'il y a de la littérature même sur l'élégance des hommes, sur l'art tailleur, etc. Et il n'y avait pas grand-chose. Quelques forums à l'époque. Je crois qu'il y avait un blog en Angleterre, parce que l'Angleterre est quand même très importante dans ce domaine-là. Et donc j'ai décidé de le faire, mais alors vraiment comme un journal intime. Voilà, c'était un journal intime. Et à ma grande surprise, ça a commencé à intéresser des gens
Et puis, de plus en plus de gens. Et puis, l'audience a commencé à grandir, à tel point qu'en 2011, avec mon épouse, qui est journaliste américaine, dans le même domaine, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec cette audience. C'est impossible de laisser passer ça. Et donc, on a décidé de consacrer l'intégralité de notre activité à développer ce sujet-là. Et à l'époque, je dois vous avouer que les gens ne misaient pas un copec sur nous. Hein. En gros, ils se disaient ouais, « Comment tu vas faire pour vivre avec un blog? C'est difficile de monétiser un blog. » Et moi, je leur répondais toujours, ils me disaient toujours « Quel est votre business model ?» Alors ça, c'est le mot que je déteste le plus, je crois, au monde avec influenceur. Business model et influenceur sont deux mots qui ne sont pas très, très agréables à entendre. Et moi, je leur répondais « Si vous pensez qu'on peut, au jour où on parle, faire un business model à plusieurs années sur l'Internet, alors que tout bouge en permanence, ce qui est vrai pendant une semaine, technologiquement n'est plus vrai la semaine suivante, c'est impossible d'avoir un business model. » Tant et si bien que notre lectorat a commencé vraiment à se développer. Avec l'aide de mon épouse, nous avons développé un énorme lectorat en langue anglaise, notamment aux États-Unis. Et petit à petit, donc, cette chose a grossi. On a trouvé le moyen d'en vivre chichement au début, parce que c'est pas facile de monétiser cette chose-là, parce que dans l'esprit des gens, l'Internet doit être gratuit par définition. Et puis petit à petit, nous avons grossi. J'ai eu la chance de signer un gros contrat d'édition avec Thames & Hudson à Londres. Vous voyez comme quoi, hein, nul n'est prophète en son pays. Je suis français et mon premier gros contrat d'édition a été signé avec un éditeur important, mythique à Londres, Thames & Hudson, une entreprise familiale très importante, qui m'ont signé non pas pour un seul livre, mais pour 2 livres. Et donc j'ai écrit Parisian Gentleman en 2015. Qui reprend le nom du blog, donc. Qui reprend le nom du blog et qui, pour la petite histoire, en est à sa 7e réimpression. Combien d'exemplaires vendus? Alors, c'est difficile à dire, mais je peux vous dire aujourd'hui, si on mixe Parisian Gentleman et Italian Gentleman, qui sont mes 2 premiers livres qui ont été publiés chez Thames & Hudson, chez Rizzoli aux États-Unis et chez Interval en France, je pense qu'on doit être aux alentours de 80 000 exemplaires. Ah oui, c'est considérable pour ce genre de choses. Et donc ça, c'était 2015. Et ensuite, 2017, YouTube. Évidemment, alors j'étais un tout petit peu... J'étais pas trop... Au début, je pensais que notre sujet était plus élégamment traité à l'écrit. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bête d'ailleurs, mais je pensais que c'était un sujet qui demandait un tout petit peu de culture. Et bref, je trouvais que l'écrit était un média plus adapté, tout simplement. Et puis finalement, j'ai cédé aux sirènes de la vidéo. Et en 2017, nous avons ouvert d'abord la chaîne anglaise, figurez-vous, parce que j'avais senti qu'il y avait vraiment une appétence pour le sujet dans le monde anglo-saxon en général. Et puis un an plus tard, la chaîne française. Voilà. Et donc aujourd'hui, excusez-moi pour ma réponse un peu longue, mais c'est mon activité. Nous avons, si on mixe les 2 chaînes, à peu près 300 000 abonnés. Alors c'est petit dans l'univers, dans le grand océan YouTube, c'est pas grand-chose, mais c'est de l'ultra niche. Et donc nous avons la chance, grâce à nos abonnés, grâce à une page Patreon également qu'on a, vous savez, c'est une sorte de crowdfunding, grâce à mes droits d'auteur surtout, et grâce à un peu de consulting qu'on fait dans le monde entier, parce qu'on a chance d'avoir une audience mondiale, eh bien, nous prêchons la bonne parole, nous militons avec ma femme pour un monde plus élégant, et Dieu sait si ce monde, je pense, en a besoin aujourd'hui, et nous avons la chance de vivre de notre passion. Ce que tout le monde espère et rêve. Oui, alors ça, c'est un vrai sujet, parce que tout le monde me dit « Ah, qu'est-ce que tu as de la chance, Hugo, tu vis de ta passion. » C'est vrai que moi, ça me passionne, le métier de tailleur, les métiers de bottier, tous ces métiers de main, tout cet artisanat, c'est un sujet absolument fascinant. Mais moi, je dis aux jeunes, aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'en 2025, il est possible plus que jamais de vivre de sa passion. Avec les nouveaux réseaux, les nouveaux canaux de Exactement, l'univers est etc. ouvert. Moi, quand j'ai commencé, avec quelques blogs, c'était un petit peu compliqué. Et alors, je ne parle pas des gens, des générations qui nous ont précédés. C'était très, très difficile de sortir du lot. Aujourd'hui, les canaux sont complètement ouverts. Mais la seule chose que je pourrais donner comme conseil, c'est, à l'heure de l'intelligence artificielle, notre seule défense à tous, c'est de rester improbable. C'est-à-dire d'amener un tout petit peu d'improbabilité dans un monde de probabilité. Parce que l'intelligence artificielle n'est qu'une immense chose, mais que c'est un calcul de probabilité. Et je pense, et d'ailleurs c'est mon sujet, que le fait de renouer avec une élégance un peu classique, le fait de décider soi-même comment on va s'habiller au lieu de subir les dictats d'un créateur ou de chaînes de fast fashion qui vont décider pour vous comment vous allez vous habiller, il y a cette notion de rester improbable.
Et je trouve que c'est une belle leçon humaine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez improbables si vous le pouvez. Ne soyez pas prévisibles. Essayez d'avoir ce petit supplément d'âme qui fait que vous n'êtes pas totalement prévisible et qui, pour moi, est synonyme de liberté. Alors, nous allons revenir sur toutes ces thématiques dans le courant de notre entretien. Oui. Mais peut-être pour commencer, puisqu'on parle de costume, d'élégance masculine, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce que vous portez aujourd'hui? Ah, ce que je porte là? Ah oui, alors, allez. Alors, vous voulez que je vous la fasse profane ou... Allez, je vais vous la faire en 3 versions. Ça vous va comme ça? Allez-y, allez-y. Alors, généralement, quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, qui ne connaît pas trop ce dont on parle, il va dire « Ah !» Alors, au pire, il va dire « Ah, costard-cravate ». Hein, je ne sais pas si on dit ça en Suisse. On dit ça en aussi, France, ouais. ça se dit encore beaucoup. Le mec, il porte le costard, un cravate. Mais un beau costard. Bon. Après, de manière un tout petit peu plus posée, on pourrait dire c'est un costume croisé, hein, donc avec un recouvrement. Là, évidemment, quand on est assis, on l'ouvre un tout petit peu. C'est un costume croisé, bleu, avec une petite rayure, très, très sobre, etc. Donc ça, c'est la version un peu plus, comment dire, posée, un tout petit peu plus avancée. Mais alors maintenant, je vais vous raconter cette chose-là, et je vais vous la raconter comme je la racontais dans Parisian Gentleman il y a 16 ans, et comme je la raconte à longueur de journée. Et je crois que c'est un peu la clé alors, je ne vais pas dire de notre succès, c'est un succès qui est mesuré, sans faire de mauvais jeu de mots, mais en tout cas, c'est grâce à ça que les gens ont commencé à s'intéresser. Parce que derrière simplement un costume, un vêtement, il y a un univers entier qui s'ouvre à nous. Alors, ce costume est un costume donc croisé, qui a une particularité, il y a beaucoup de particularités. La première particularité, c'est qu'il a été créé par un maître tailleur. Alors, je ne vais pas rentrer tout de suite dans tous les détails. On a 2 chaînes YouTube avec 600 épisodes sur le sujet. Oui, on recommande d'ailleurs notre audience d'aller regarder. Exactement, merci beaucoup. Et donc, ce costume a été réalisé à Rome par un maître tailleur que j'aime beaucoup, qui est un ami, qui s'appelle Gaetano Aloisio. Gaetano Aloisio, magnifique atelier à Rome. Et donc, c'est un maître tailleur. Un maître tailleur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va exécuter votre costume, qui va le dessiner et qui va le faire couper à la main, sans aucune machine, et qui va le donner à son équipe de tailleurs sur place et qui va intégralement l'exécuter à la main. Le costume que je porte n'a pas vu une machine à coudre. C'est vraiment un costume qui a été intégralement fait à la main. Alors, d'aucuns pourront se dire, mais enfin, c'est un peu snob de faire un costume à la main. Oui, alors, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Évidemment, un costume comme ça, c'est environ 150 heures de travail à la main. C'est des dizaines de milliers de points de couture. C'est 5 ou 6 essayages. Donc, en fait, on pourrait dire que c'est de la haute couture pour hommes. C'est de la grande mesure. C'est de la grande mesure. Ce qu'on appelle le bespoke en anglais, c'est de la grande mesure. Alors, c'est un sujet passionnant. Mais donc, en fait, ça, voilà. Donc, c'est un costume qui est fait à la main pour moi. Dans un tissu, alors celui-ci, attendez, il faut que je me souvienne ce que c'est. Oui, c'est un tissu, alors, qu'on appelle un tissu Super 160. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tissu Super 160? Ça, c'est passionnant également. En fait, ce sont des numéros qui décrivent la finesse de la fibre de laine. Hein. Donc, le premier super, c'est-à-dire un tissu super fin, c'est de la laine, hein, tout simplement, ça part de Super 80, et ça peut aller maintenant jusqu'à des délires Super 300 éventuellement. Mais Super 160, pour vous donner une idée, c'est quoi? La fibre de laine, celle qui est prise sur le mouton, alors petit point de détail, là nous sommes sur des moutons mérinos qui sont élevés en Australie, et pour les gens qui sont sensibles à la cause animale, comme je le suis, personnellement, et très sensible à la cause animale, il se trouve que les moutons mérinos qui sont élevés dans des fermes en Australie sont des superstars. C'est-à-dire, j'ai jamais vu des animaux aussi bien traités que les moutons mérinos qui servent à faire ce genre de laine. Et laissez-moi également vous rappeler qu'un mouton de cette nature-là, si on ne le tond pas, à un moment, il meurt, parce que ça va devenir trop lourd pour lui. Donc, non seulement il n'y a pas de maltraitance animale, mais je pense en plus que ces moutons-là ont une vie plus agréable que le mouton moyen. Parce que c'est des moutons élevés spécifiquement pour la laine de costume. Exactement. Et c'est alors pour la laine de costume de luxe, hein, c'est-à-dire des moutons mérinos. Donc ça, généralement, ça c'est une laine australienne, comme 90% des laines de luxe viennent d'Australie. Et ensuite, cette laine est envoyée à des tisseurs et des drapiers, ce qu'on appelle, qui sont en grande partie, le grand bassin du tissage du tissu, ça se trouve à Biella, en Italie, dans le Piémont. Mais avant de vous parler de Biella et du Piémont, qui est un endroit absolument magistral, je voulais vous parler de la fibre de laine. Alors, Super 160, ça veut dire que la fibre de laine utilisée pour ce costume est une fibre d'environ 15 microns, on va dire. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un micron. Juste pour vous donner un exemple et pas rentrer dans des considérations mathématiques, un cheveu humain, Dieu sait si, moi j'en ai à vous montrer quelques-uns, un seul de mes cheveux a un diamètre
moyen de 60 microns. C'est-à-dire un cheveu humain, c'est à peu près 60 microns. Donc la laine, la fibre de laine qui a servi à tisser ce tissu est 4 fois plus fine qu'un cheveu humain. Alors ça ne veut pas dire que le costume va être fragile, parce qu'après, il y a tout le processus de tissage, de finissage. On ne dit pas finition dans le monde du tissu, on dit finissage. Alors c'est des choses assez techniques comme ça. Enfin, grosso modo, donc c'est une laine exceptionnelle, tout simplement, qui a été faite à Biella. Alors Biella, c'est dans le nord du Piémont, c'est vraiment dans le Piémont, pas loin de la France d'ailleurs. Val d'Aoste, vous voyez, quand vous traversez le Mont Blanc, c'est juste là. Et c'est un lieu extraordinaire parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de cascades naturelles. Des petites chutes d'eau partout. Et il y a un dicton là-bas qui dit que quand vous mettez une laine blanche ou un tissu blanc sous une cascade avec l'eau de Biella, qui par une magie de sédimentation depuis des milliards d'années a créé une espèce d'eau tellement pure que votre tissu va ressortir encore plus blanc. Alors c'est un dicton, bien entendu. Pour les anciens qui regardent cette émission, ça va leur rappeler la publicité de Coluche, lave plus blanc que blanc. Et Coluche disait, je ne sais pas ce que c'est, plus blanc que blanc. Peut-être que blanc, c'est gris clair. C'est peut-être l'eau de Biella, donc. Exactement. Et donc Biella, c'est un endroit magique. Et c'est là où les grands noms sont installés. Les grands drapiers, vous les connaissez tous. Loro-Piana, Zegna, et après les maisons historiques, Vitale Barberis Canonico, une filature de laine créée en 1663. Vous voyez, 1663. Essayez juste de penser à ce que ça veut dire au XVIIe siècle. Vous avez des gens. Et cette filature-là, c'est Drago. C'est une entreprise familiale, comme à peu près toutes les entreprises de filature de laine en Italie. C'est vraiment des histoires de famille. Donc voilà, vous avez vu. Déjà, et j'ai pas fini, là, on aborde le sujet de la laine, le sujet des drapiers, le sujet des familles, de l'artisanat italien, etc., etc. Donc vous voyez, donc, on pourrait dire que c'est simplement un costume. Non, c'est beaucoup plus qu'un costume. C'est vraiment un hommage que moi je souhaite rendre, et c'est pour ça que je fais cette activité. C'est pas pour dire aux gens, achetez des costumes très beaux et très chers. Voilà. Non, pas du tout, mais c'est pour leur montrer qu'il existe encore, de nos jours, des choses, des endroits, des métiers, des disciplines où la main de l'homme est encore importante, où la fidélité a encore un sens, où on n'est pas obligé d'envoyer son costume pour être fabriqué à l'autre bout du monde. On peut le faire ici, chez un tailleur. On peut chercher la laine en Italie. Ce sont nos voisins. C'est littéralement à la frontière française. Et on peut, par là, protéger des métiers qui étaient en danger et surtout des métiers qui sont fascinants. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Biella, faites un tour dans les montagnes de Biella, toutes ces cascades d'eau. Et l'industrie lainière était énorme à l'époque. Alors évidemment, désindustrialisation aussi, compétition avec la Chine, etc., etc. Mais il y a encore, fort heureusement, une très forte industrie lainière là-bas. Et pour moi, les Anglais vont pas être contents, parce qu'il y a aussi une tradition lainière en Angleterre, évidemment. Mais pour moi, Biella, c'est quand même l'Everest pour les belles laines de costumes et pour les tissus de luxe en général. Et ce que vous dites aussi, c'est que finalement, bien s'habiller, porter le costume, le costard, comme vous dites, c'est aussi un manifeste écologiste, d'une certaine manière. Alors ça, c'est une vraie bonne question, mon cher, parce que on est même au cœur du réacteur. C'est ça, parce qu'on le garde longtemps aussi. C'est quelque chose qui dure plusieurs années. Exactement. C'est au cœur de notre discours depuis longtemps. Alors, pour tout vous dire, c'est fortuitement au cœur de mon discours. Je ne suis pas en train de vous dire que quand j'ai créé toutes ces choses-là en 2009 et que ça s'est développé pendant toutes ces années, mon but était de montrer que nous étions les pourfendeurs de la fast fashion et que notre métier était évidemment écologique. Ce n'était pas du tout mon intention. Mais il se trouve que c'est la vérité. C'est-à-dire, quand on parle de relocalisation, quand on parle de faire vivre des industries locales et surtout quand on parle de protéger aussi des métiers qui n'utilisent quasiment pas de machines, quasiment pas d'énergie. Vous savez, en fait, la trace carbone, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui exactement. L'empreinte carbone. L'empreinte carbone, aujourd'hui, d'un costume comme celui-ci, d'accord, il y a peut-être le voyage de la laine, la fibre de laine d'Australie en Europe. Mais à partir du moment où c'est arrivé en Europe, ça ne bouge plus. Le tissu est envoyé chez votre tailleur. Alors, et le tailleur, lui, je parle des tailleurs en grande mesure. Après, il y a d'autres façons de faire des costumes, bien évidemment, on y reviendra peut-être plus tard. Mais un tailleur traditionnel, en grande mesure, c'est fait sur place, à la main. Donc là, on ne peut pas faire plus écologique. Et surtout, et vous avez raison, un costume comme celui-ci, bien entretenu,
Et quand on dit bien entretenu, c'est-à-dire, en gros, il ne faut pas le porter tous les jours. Il faut le porter 2-3 fois par semaine. Il faut le laisser respirer, ouais. Le laisser respirer, le mettre sur un cintre, l'aérer, etc. Normalement, il vous dure toute votre vie. Vous n'avez pas besoin... sauf si vous gardez la même silhouette. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous prenez un petit peu de poids, vous vous en perdez. Mais d'ailleurs, un costume comme celui-ci est réajustable quasiment à l'infini. Vous voyez, donc, effectivement, écologiquement, mais même, je pense que ça va au-delà. C'est presque philosophique. C'est-à-dire, depuis qu'on a créé cette chose-là avec mon épouse, à l'époque, je travaillais même avec mon fils, c'est vraiment une affaire familiale, nous avons un motto. Comment on dit excusez-moi, j'ai parlé anglais tout à l'heure, un claim, un slogan, voilà, je cherchais le mot, c'est « Achetez moins, mais achetez mieux », s'il vous plaît. Si vous voulez investir dans un joli costume, et encore une fois, je ne dis pas à tout le monde d'acheter des costumes, mais je pense que quand même c'est bien d'en avoir un ou deux dans sa garde-robe. Il y a des grandes occasions dans la vie. Eh bien, au lieu d'acheter quelque chose de pas cher, que vous allez porter 2 fois, qui ne va plus avoir aucune forme au bout de 2 ports, et que vous allez basiquement jeter, plus ou moins, donc c'est une catastrophe écologique, investissez un tout petit peu plus. Si vous êtes jeune, demandez à vos parents de vous aider. Allez voir un tailleur en demi-mesure qui, lui, va faire ça de manière un peu plus industrielle, mais au moins le faire à vos mesures. Et essayez de choisir une belle laine. Ça va vous coûter un tout petit peu plus d'argent au début, mais ça va vous durer toute votre vie. Ou alors encore mieux, faites de la seconde main. La seconde main, c'est un marché sur le domaine de l'élégance masculine, des vêtements, des souliers, des chaussures, etc. C'est explosif. Moi, j'ai vu des gamins qui nous suivent dans notre communauté, qui s'habillent pour très peu d'argent et qui trouvent le secret, c'est d'avoir un bon retoucheur, de connaître quelqu'un qui est capable de réadapter ça. Mais la seconde main, c'est une caverne d'Ali Baba. Vous pouvez trouver des costumes magnifiques pour 50 €, et je sais que ça se développe énormément. Et nous, on encourage ça, parce que c'est vrai, la fast fashion, c'est pas mon sujet principal, mais c'est une catastrophe environnementale. C'est même une honte. C'est même incroyable que sous prétexte de faire en sorte que les gens puissent s'habiller pour pas cher et changer souvent, on ait alors là, une empreinte carbone, c'est une catastrophe. Et oui, et les déchets. Je voyais récemment un documentaire sur Netflix qui montrait en fait les filières de rejet de tous ces habits invendus. En fait. C'est incroyable. Et même la façon dont c'est fait au Bangladesh ou dans des conditions pour le moins discutables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, bon, là, encore une fois, c'est pas mon sujet, mais nous, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est cette notion de dire... alors, il y a plusieurs dimensions, philosophiques, industrielles, artisanales, esthétiques, parce qu'on parle bien de ça. Mais au cœur de notre sujet, c'est cette notion-là. C'est, vous pouvez être beau, bien vous habiller, sans vous ruiner, et on vous encourage à faire en sorte d'aller dans cette démarche personnelle qui est d'amener de l'esthétique dans votre vie, tout en respectant l'environnement et en faisant en sorte que ce que vous faites, même si ça vous coûte un tout petit peu plus cher, mettez un acte un peu militant à l'intérieur. Dire, voilà, j'ai dépensé un petit peu plus d'argent, mais je sais que mon costume, il va être fait pas loin d'ici, avec une laine qui vient d'Italie, et je sais que si je l'entretiens bien, eh ben, il va me durer toute ma vie, donc je ne produirai pas de déchets. Et en plus de ça, je serai plus beau. J'ai moi-même récemment participé à l'opération que vous avez lancée avec Blandin des Loirs. Oui. Donc je suis allé à Annecy, effectivement, dans la boutique de Federico Donisio pour me faire un costume. Vous avez été bien reçu? J'ai été très bien reçu. Oui. Et quand même, malgré tout, j'ai été surpris qu'il y ait 2 retouches, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu la commande, la prise de mesure, et 2 retouches. Bien sûr. Ce qui est... voilà, alors c'est pas de la grande mesure, mais on se retrouve avec un budget très abordable à avoir un beau costume qui durera peut-être 10, 15, 20 ans. Si vous le permettez, je vais parler d'un petit peu de cette opération, non pas pour en faire la promotion, puisqu'elle est terminée, mais surtout pour montrer à quel point, je ne sais pas si on touche dans le mille, je ne sais pas si nous arrivons au beau moment, je ne sais pas si notre sujet est, est très très contemporain et fait partie de l'actualité, mais quand même. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au mois d'octobre l'année dernière, je me suis dit, bon, j'en ai marre que les gamins, ils achètent, excusez-moi, de la merde dans les magasins, on leur vend des trucs, ok, pas cher, alors je ne veux pas citer de marque parce que c'est pas mon état d'esprit de dire du mal de certaines marques, mais enfin, en gros, des marques pas chères, où vous prenez un costume, pas très joli, voilà, mais vous le payez quand même 200 €, 250 €, 300 €, et vous allez le jeter, et en plus, il est pas beau. Et je me suis dit, mince, quand même, on a une audience, et je sais qu'il y a énormément de jeunes gens qui rêvent d'avoir un costume fait à leur mesure, donc sur mesure, mais qui n'ont pas le budget. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin,
ou plus exactement mon téléphone portable. J'ai appelé donc Vitale Barberis Canonico, le plus vieux drapier du monde, hein, créé en 1663. J'ai la chance d'avoir une relation très cordiale avec la famille Barberis, parce que c'est la 19e génération qui encore possède... Ça, c'est incroyable quand même en soi. Hein. C'est incroyable comme histoire, et c'est des gens qu'on aime beaucoup. Bon, on a écrit des livres sur eux, etc. Donc, bref, on se connaît bien, et je lui dis, écoute, Francesco, il s'appelle. Il faut que tu m'aides, parce que les gamins, là, ceux qui veulent faire leur premier costume, je peux plus supporter qu'ils se fassent arnaquer par des marques qui leur vendent du plastique au prix de l'or. Donc, essayons de trouver un système. Et je suis allé voir une jeune entreprise française qui marche très bien, qui a une vingtaine de petits salons de sur-mesure répartis dans la France entière, dont Annecy, en ce qui vous concerne. Il y a 3 salons à Paris, ils sont à Bordeaux, ils sont à Lyon, ils sont partout. Presque partout. Et je leur ai dit, voilà, messieurs, vous allez m'aider. Vous allez écraser vos marges. Vitale Barberis Canonico est d'accord. Vous écrasez vos marges. Acceptez de ne pas gagner trop d'argent, voire pas du tout. Mais d'ouvrir en grand les portes du sur-mesure à la jeune génération. Et donc, on a proposé des tarifs défiant toute concurrence, et en plus avec une facilité de paiement en 3 fois. Et donc, je me suis dit, allez, on va peut-être intéresser 200-300 jeunes mecs, ce qui serait déjà une performance, surtout en 2025. Et on a vendu presque 2000 costumes, enfin 1731 exactement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et pour moi, donc, au-delà du fait qu'on s'est dit, bon, ils l'ont fait parce que c'était beau et abordable, je pense que ça veut dire plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes gens, d'abord, ils se sont précipités là-dessus parce que c'est vrai que c'était abordable pour une fois et ça leur permettait de goûter à quelque chose de nouveau, mais là, les chiffres commencent à nous revenir. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas fait que 1700 personnes qui portent un costume, on a créé presque 1700 personnes qui... Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous passionnés complètement, mais qui commencent à s'intéresser au sujet et qui se disent « Ah, effectivement, je commence à recevoir plein de témoignages, et des photos d'ailleurs. Monsieur Jacomet, je ne suis plus invisible dans la rue. Monsieur Jacomet, j'ai fait un concours d'éloquence et tout le monde a été ébahi par mon élégance. Monsieur Jacomet, j'ai fait ça avec mon papa. C'est moi qui ai amené mon papa chez le tailleur, alors qu'à l'époque, c'est l'inverse. Normalement, c'est plutôt... Enfin, moi, j'ai une génération où si toutefois on allait encore chez le tailleur, ce qui n'est pas vraiment... c'était pas encore le cas. On va dire c'était le cas jusqu'aux années 50, 60, mais après, ça, c'est le prêt-à-porter a tout détruit. Et donc, des papas qui ont été amenés chez le tailleur par l'enfant. On reçoit des mamans qui ont profité de cette promotion pour acheter des costumes à leur fils. Vous voyez? Donc, on se dit, mais si c'était 10, 15 ou même 100, on se dit, ah bon, c'est parce qu'ils suivent Jacomet et ils aiment bien ça. Non, 2000, ça commence à dire quelque chose dans une civilisation. Et donc aujourd'hui, cette opération a été, comment dire, un gros succès, mais surtout pour moi, j'avais l'impression, cher Martin, de récolter, comme on dit en français, de tirer les marrons du feu. C'est-à-dire de récolter 15 années où, au tout début, on prêchait dans le désert, hein. Franchement, on avait une petite communauté de passionnés, mais genre, mais c'est qui ce mec-là? Il parle de costume, il parle d'élégance, il parle d'attitude, dans un monde où les gamins, ils ne jugent que par, je sais pas moi, Lacoste, Adidas, Nike, Sergio Tacchini ou que sais-je. C'est peut-être pas des marques, je ne sais plus, je ne suis plus très au courant des marques sportswear, mais on me disait, Et aujourd'hui, il y a une génération de jeunes gars, alors je sais peut-être l'expliquer, je pense que je leur donne quelque chose que malheureusement la génération de leurs parents leur a pas transmis. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable que je reçois des centaines et des centaines et des centaines de messages de gens qui me disent « c'est grâce à vous que j'ai appris à faire un nœud de cravate ». Moi, c'est mon père qui me l'a appris. Moi, j'ai appris à l'armée. Eh bien voilà. Donc, on est d'une autre génération. Mais alors, moi je leur dis « mais c'est pas grave de ne pas savoir faire un nœud de cravate. Franchement, je vais vous le montrer. En plus, c'est rigolo à faire. C'est rigolo, ça prend 2 minutes, et puis vous allez vous planter au début, et puis vous allez le refaire, et puis après vous allez prendre ça comme un jeu, etc., etc. Mais après, on reviendra, la cravate, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il y a eu un trou générationnel qui est lié, à mon avis, à mai 68, hein, toute cette génération. Mon papa m'a appris à faire un nœud de cravate parce que lui aussi était dans l'armée. Par contre, mon père ne s'habillait pas. Parce qu'il faisait partie de cette génération qui rejetait les codes de leurs parents, et qui, en fait, n'ont pas... Ça a sauté une génération. Et moi, quand j'ai commencé à faire mes émissions en expliquant ce que c'était un costume croisé, pourquoi c'était joli, pourquoi un revers c'était joli, et qu'est-ce que vous apportez dans la vie, et les gamins ont commencé à faire leur expérience. Ils se sont dit, ah oui, c'est vrai, on me regarde différemment.
Ah oui, c'est vrai, les filles, elles aiment bien ça. Ah oui, c'est vrai, dans mon entretien de recrutement, on m'a félicité, etc., etc. Est-ce que vous pensez justement que c'est un acte de résistance, un peu, d'une certaine manière, alors, face à une société qui valorise plus le confort ou le relâchement Alors oui, alors je ne pense pas que c'est un acte de résistance conscient. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Aujourd'hui, les gens parlent du mouvement sartorial, qui est le sartorial qui vient du mot sartor, qui veut dire tailleur, tout simplement. Donc, c'est cette notion de cette culture, un petit peu, du vêtement de qualité et du sur-mesure. Alors, je préférerais le mot dissidence pour l'instant au mot résistance. Parce que dissidence, c'est... On va dire, il n'y a pas un mouvement organisé qui est en train de dire « les gars, habillez-vous mieux parce qu'il faut qu'on résiste à la médiocrité ». C'est plutôt dissidence. C'est de se dire... et si, après tout, regardez, meilleur exemple, c'est quoi? Quand on fait des soirées, nous, de temps en temps, avec des gens, je donne des conférences, les gens aiment bien nous rencontrer, etc. C'est une communauté qui commence à être assez importante, en France et même à l'étranger. Et il y a beaucoup de gamins qui m'amènent les photos de leur grand-père. Et ils me disent des choses très basiques. Ils me disent, « Monsieur Jacomet, pourquoi ils étaient plus beaux que nous ?» Alors, vous savez, la beauté, c'est subjectif. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent être en survêtement et avec des claquettes. Pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Chacun doit avoir son style, finalement. Exactement, chacun peut avoir son style. Il faut simplement l'habiter. Quoi. Exactement, mais quand même, ils se disaient, mais pourquoi on nous a pas... Moi, j'aimerais bien avoir au moins ça. C'est-à-dire, alors, bien souvent, c'est les photos du dimanche. Parce que leurs parents n'étaient pas ou leurs grands-parents n'étaient pas forcément des aristocrates qui s'habillaient, non, des gens normaux, mais qui avaient un costume pour aller à la messe ou un costume pour aller dans une réunion de famille, etc. Et à chaque fois, les gamins sont fascinés par les photos de leur grand-père. Donc ça veut bien dire qu'on a oublié un truc entre les deux. On a oublié quelque chose. Donc, et quand ils commencent sur ce chemin-là, moi je leur dis toujours, allez-y doucement. Mettez pas tout de suite un costume croisé, un costume 3 pièces. Non, allez-y doucement. Mettez une belle veste, une petite pochette, des choses toutes simples comme ça. Et vous allez voir que vous allez entrer en dissidence. Donc ça veut dire que c'est à votre corps défendant. Vous n'êtes pas en train de dire « je résiste contre la... » Non. Parce que les gens pointent du doigt régulièrement. Ah oui, bien sûr. C'est ça aussi le côté. Les jeunes gens qui commencent sur ce chemin-là, moi évidemment, quand je marche dans la rue, les gens se retournent. Sauf en Italie. D'accord ? Alors, je ne sais pas la situation en Suisse. En France, quand vous êtes habillé comme ça, c'est rare. Alors, ça commence à revenir, mais c'est rare. Et donc, les gens parlent dans votre dos. Et moi, à mon âge, ils n'osent pas m'aborder, quand même. Mais quand un gamin commence à faire ça, quand un gamin, excusez-moi pour le mot, c'est pas très... Quand un jeune homme, parce que pour moi, à 30 ans, c'est des gamins encore, j'en ai 60 maintenant. Mais quand les jeunes gens commencent à s'intéresser à ça, ils prennent des colibés, bien sûr. Bien sûr. Tu vas à un mariage? Ah, tu veux prendre la place du bœuf? Ah, t'as un rendez-vous galant, etc., etc. Vous avez des colibets comme ça, parce qu'on n'a juste pas le droit pas le droit. C'est pas dans l'air du temps. Mais encore une fois, c'est en train de changer. Mais en fait, cette notion-là, c'est qu'aujourd'hui, l'Italie, oui, évidemment, c'est différent. L'Italie, c'est le seul endroit au monde où quand vous marchez dans la rue avec un costume élégant, les autres hommes, vont traverser la rue pour vous féliciter. Alors ça, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire pour eux, ils aiment ça la bella figura. Ils appellent ça. Pour eux, c'est quand on marche dans une rue italienne bien habillée, on rend hommage presque à leur culture d'une certaine manière. Je reviens à la dissidence parce que c'est quand même un sujet important. Au début, les gamins font ça, les jeunes gens, font ça parce que ils ont d'abord ça les intéresse. 2, ils comprennent qu'il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire qu'il y a la notion artisanale, mais aussi il y a une notion un petit peu plus sociétale. Les gens disent l'habit fait pas le moine. Certes, l'habit fait pas le moine. Moi, j'ai vu des gens très habillés qui étaient des goujats, et j'ai vu des gens très mal fagotés qui étaient des génies. Donc, bien sûr que l'habit ne fait pas le moine. Mais, il y participe un tout petit peu quand même. Et ce qui est très étrange, et tous les jeunes gens qui démarrent sur ce chemin-là me disent tous la même chose. Ils me disent, Monsieur Jacomet, quand je mets une veste et un costume, on ne parle même pas de cravate encore, je ne me comporte pas pareil. J'ai l'impression qu'il faut que je sois à la hauteur de l'image que je renvoie. Et donc, on tutoie assez vite des notions comme la politesse, comme la bienséance, comme la préséance, et puis comme les codes sociétaux. C'est étrange. Ces codes, je ne sais pas, de politesse, alors qu'ils sont extrêmement remis en cause aujourd'hui, notamment on a
paraît-il, j'ai cru lire récemment qu'on n'avait plus le droit de prendre la valise d'une dame parce que c'était la considérer comme le sexe faible. Ou de lui ouvrir une porte. Ou de lui ouvrir une porte. Eh bien, moi, je vous le déclare officiellement, je continuerai à ouvrir les portes et à aider des dames quand la valise est trop lourde, parce que je trouve ça totalement normal. Et c'est bon, c'est un autre sujet, je ne veux pas rentrer dans un débat, et j'imagine que je vais avoir quelques commentaires qui vont être, comment dire, assez véhéments à mon encontre sur le sujet, mais je trouve que ça amène juste de la beauté dans la vie de faire ce genre de choses. Donc, pour finir sur ma dissidence, les jeunes gens qui font ça se rendent compte qu'ils sont entrés en dissidence. Ils se rendent compte que d'un seul coup, parce que c'est un vrai paradoxe, cher monsieur. Aujourd'hui, on nous a dit longtemps, la cravate, le costume, c'est, comment dire, c'est la soumission à un patron, c'est un carcan. Maintenant, on est à l'ère de la liberté et il faut s'indigner sur cette chose-là. Et jusqu'à l'histoire de la cravate à l'Assemblée nationale en France, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça en Suisse, ça a fait un grand bruit. La France insoumise a dit on jette la cravate, etc. Mais en fait, c'est le paradoxe ultime. C'est qu'en fait, qui sont les moutons de Panurge aujourd'hui? Qui sont les gens qui suivent le troupeau? C'est précisément les gens qui s'habillent comme la publicité leur invite à s'habiller, comme les créateurs les invitent à s'habiller. Et après, vous regardez dans la rue, ils se ressemblent tous, plus ou moins. Alors je dis pas, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Les gens s'habillent comme ils le souhaitent. C'est leur choix le plus strict. Mais laissez-nous aussi nous habiller comme nous le souhaitons. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, nous avons décidé dans ce mouvement-là de se dire, et si on reprenait la main sur notre propre style? Et si, pour faire un costume comme ça, par exemple, même si quelques centaines d'euros, comme l'opération qu'on avait fait avec Blandin Deslois et Vitaly Barbaris Cadolico, on était à un petit peu plus de 500 €, mais vous aviez le choix de regarder des tissus, de choisir des formes, enfin bref, le sur-mesure abordable, vous avez le droit de redécider de tout, de la couleur, de la taille, du revers, etc., etc. Donc vous voyez, je préfère la notion de dissidence, même si, quand une dissidence commence à s'organiser, même de manière informelle, comme c'est le cas chez nous, ça devient in fine une résistance. Mais c'est d'abord une dissidence, c'est-à-dire de ne pas être dans le troupeau et essayer de vivre sa vie. Et la vraie liberté aujourd'hui, c'est pas d'enlever la cravate, mesdames, messieurs, c'est de la remettre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre le fait de bien s'habiller, d'aimer prendre soin de son image, et puis le narcissisme? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un vrai beau sujet. C'est un vrai beau sujet. Alors, il faut être complètement honnête et transparent sur ce genre de sujet. Qui n'a pas envie de... Alors, je ne vais pas dire d'être beau, parce qu'encore une fois, tout ça est très subjectif. Mais qui n'a pas envie de se faire remarquer par son apparence? Alors, on peut dire, ah oui, c'est superficiel. Non, 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 non. Non, non. C'est juste la vie. Il se trouve qu'on a un corps. Pas de chance, enfin, on ne l'a pas choisi, c'est fait comme ça. Moi, je suis chrétien en plus, donc on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais on a un corps. Et donc, qui n'est pas soucieux à un moment ou à un autre? Il y a une fille qui vous plaît, ou un garçon qui vous plaît. Il y a de faire quelque chose pour se présenter au meilleur de vous-même. Alors évidemment, il y a une petite dose de narcissisme au début, évidemment. Évidemment, on ne peut pas le nier. Et je pense que le narcissisme, regardez les réseaux sociaux, mesdames, messieurs, quand même. Nous sommes dans l'économie de l'attention. Les gens qui écrivent n'importe quoi sur n'importe quel sujet pour avoir des pouces bleus. J'ai horreur de dire des likes, parce que je sais pas, ça me fait quelque chose de bizarre dans la bouche de dire des likes. Mais on est obligé, parce qu'il n'y a pas des j'aime, ça marche pas très bien. Donc, des gens sont presque à faire des trucs complètement dingues pour attirer l'attention d'autrui. Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme de narcissisme absolu? Nous, quand je dis nous, je parle au niveau des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Alors je dis nous, allez, parce qu'on a une relation assez proche avec nos abonnés et les gens qui nous suivent. Effectivement, il y a une petite dose de narcissisme au début. Mais il y a aussi, et c'est là où on commence à rayonner sur des sujets périphériques, il y a aussi quand même une petite dose qui vient un tout petit peu plus tard, de se dire, et après tout, est-ce que c'est pas aussi une forme de respect pour autrui? C'est-à-dire que dans cet univers horizontal qu'on essaye de nous vendre depuis des décennies, où tout est égal à tout, on a gommé des choses fondamentales qui sont que, par exemple, il y a des occasions dans la vie. Moi, j'ai jamais vu, alors il paraît que ça se fait maintenant, pour le mariage de votre meilleur ami, vous n'allez pas y aller en short ou en tongs.
vous allez essayer d'être au meilleur de vous-même pour lui montrer que vous l'aimez, que vous le respectez, ou pour, je sais pas, rendre hommage à sa famille ou à son intelligence. Même si, pour vous, ça se résume à mettre un joli col roulé avec une petite écharpe et peut-être une paire de Stan Smith, je sais pas si ça existe encore, les Stan Smith, même si c'est pour vous, c'est ça l'élégance, mais au moins qu'il y ait cette notion que vous avez fait quelque chose pour l'occasion. Et là, ça nous amène tout de suite à un autre sujet, qui est la notion de l'effort. On est dans une société qui a complètement oublié cette notion-là. Au contraire, on nous dit, en gros, faites ce que vous voulez, vous êtes roi, vous pouvez décider de tout. Et en gros, l'effort, c'est un truc de conservateur, de réactionnaire, etc., etc. Oui, mais ce qui est très étrange, c'est le costume, le vêtement d'ailleurs en général, c'est un média. C'est un média qui en dit beaucoup. Regardez, alors je ne sais pas quand cette émission sera diffusée. Il y a eu un débat hier sur la tenue de Zelensky dans le bureau ovale chez Trump. Okay, bon, je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques parce que c'est un sujet tellement complexe que je pense d'ailleurs que beaucoup de commentateurs feraient mieux de la fermer pour l'instant parce que je ne pense pas qu'on ait les tenants et les aboutissants de tout ça, etc. Mais quand même, il se trouve que hier, j'ai regardé un tout petit peu. Moi, j'ai regardé ça sous l'angle de mon sujet. Oh là 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 là, l'histoire de porter ou pas porter une veste pour montrer du respect ou pas de respect. Alors moi, je peux comprendre les deux positions. Encore une fois, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je comprends que Zelensky s'habille parce qu'il est en guerre. Je comprends que aux États-Unis, c'est un peu les us et coutumes. Quand tu vas à la Maison-Blanche, tu mets à minimum une veste, tout simplement. Et d'ailleurs, s'il l'avait fait, je pense que ça aurait été remarqué à son bénéfice qu'au moins, il avait fait l'effort de faire ça. Mais ceci étant, je comprends aussi son opinion d'être au plus proche des troupes qui combattent. Donc, j'ai pas d'opinion politique sur le sujet. Mais ça a fait jaser. Tout le monde en a parlé, effectivement. Tout le monde en a parlé. Donc ça veut bien dire que le vêtement est un média ultra puissant et qu'aujourd'hui, on dit quelque chose. Donc, pour revenir à la question initiale, et excusez-moi, c'est un petit peu mon défaut ou ma qualité, je digresse beaucoup, mais effectivement, il y a un peu de narcissisme au début, mais je pense quand même, et je pense que c'est très utile à tout le monde, il y a aussi cette notion de se dire, je vais m'habiller parce qu'aujourd'hui, c'est une occasion spéciale. J'ai un rendez-vous d'affaires, je rencontre une femme ou un homme qui me plaît, je vais à une réunion de famille, etc., etc. Donc, nos anciens savaient ça, que tout n'est pas égal à tout. Il y a des grandes occasions dans la vie. Et moi, ma proposition, la voici. Et si on faisait en sorte que la vie était une grande occasion? Et si on faisait en sorte que chaque jour, on puisse, alors à sa manière, pas forcément par le vêtement, mais moi c'est le vêtement qui m'intéresse, célébrer la vie en essayant de mettre un surcroît de beauté. Pas grand-chose. Petite pochette. Hein, dans notre domaine, une toute petite pochette. C'est inoffensif, ça sert à rien. Précisément. C'est pour ça que c'est beau. L'inutilité devrait être recélébrée. On vit dans un monde, on est esclave du concret, on est esclave du sérieux. Tout est devenu mortellement sérieux aujourd'hui. Eh bien, moi je propose. Et si aujourd'hui on décidait de célébrer notre existence, et même si elle est lourde à porter, essayons de rajouter un tout petit peu de beauté, un tout petit peu d'esthétique, un tout petit peu d'originalité, et au final un tout petit peu de liberté dans notre vie, et de faire en sorte que, parce que je pense moi que la vie est une grande occasion, complètement. Même si Oscar Wilde disait, alors je vais essayer de le citer de mémoire, c'est pas exactement le mot, mais il disait « La vie est un sale quart d'heure, agrémenté de quelques moments exquis ». Et je suis d'accord, c'est un sale quart d'heure, mais c'est aussi à nous de décider que ça peut être une grande occasion dans la vie de tous les jours. Et ce qui est dommage aujourd'hui, effectivement, en tout cas la tendance, c'est un peu encore de considérer ceux qui mettent un costume, oui. De les considérer comme des gens de droite ou des conservateurs. Moi, je leur réponds toujours dans ces cas-là que Jean Jaurès, par exemple, au début du XXe siècle, ouais. Portait un costume et il n'était pas d'extrême droite. Bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. Donc, oui, alors ouais. Ça, monsieur, c'est là, on est dans le un autre exemple de cette essentialisation et de cette... je ne sais même pas quoi dire à cette question-là. C'est aussi stupide que de dire les mecs qui mangent des œufs sont de gauche. Ou le mec qui fait, je ne sais pas moi, le mec qui aime la moto, il est centriste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce que les gens... En fait, cette notion que le costume est de droite... comment dire? Ça vient du fait que... alors, si être de droite consiste à dire que nos anciens n'ont pas fait que des bêtises, alors oui. Alors moi, je suis de droite résolument, parce que notamment dans mon métier, tout ce qu'on fait au niveau du costume sur mesure, etc., a été inventé
milieu du 19e siècle, on va dire plutôt début du 20e siècle, et c'est quelque chose que nos ancêtres ont fait, ont poli, ont amélioré, ont étudié, ont travaillé pour l'esthétique, etc. Mais aujourd'hui, c'est complètement ridicule. On parlait de la cravate tout à l'heure. Rejeter la cravate est un acte de rébellion, mais vous rigolez. Ça fait 25 ans que ça n'existe plus, cette chose-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans certaines entreprises américaines, c'est l'inverse. La cravate est bannie. C'est-à-dire que si vous allez même dans des banques d'affaires américaines, alors qu'on pourrait se dire quand même, moi personnellement, monsieur, si je vais voir un banquier et qu'il me reçoit en tongs et en short, je suis pas sûr de lui donner mon argent. Voilà. Même si ça peut paraître un tout petit peu conservateur ou passéiste, la cravate et le costume est quand même encore le symbole d'une espèce de sérieux et d'un respect. Voilà. Alors donc non. Moi, je connais des gens de gauche qui sont formidablement bien habillés. Je connais des gens de droite qui s'habillent comme des sacs. Ça n'a aucun rapport. En revanche, le fait de s'intéresser à ce qu'il y a derrière, à l'histoire du costume, et c'est vrai que vous avez vu, je vous ai parlé des drapiers, des entreprises de laine, etc. On parle du XVIIe siècle, on parle du XVIIIe siècle, etc. Oui, dans cette idée-là, on est conservateur. Mais la conservation, c'est un mot fabuleux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de table rase? D'ailleurs, on dit un conservateur de musée. Qu'est-ce que c'est un conservateur de musée? Il a justement pour rôle, et c'est magnifique comme rôle, de conserver les œuvres du passé, de conserver cette chose-là. Donc les gens font la confusion entre conservateur qui va aller chercher de l'inspiration. Baudelaire dit, la vraie modernité, c'est quoi? La vraie modernité, c'est d'être capable de capter ce qui est éternel dans ce qui est éphémère. Tout est éphémère. La vie est éphémère, les modes sont éphémères, les courants politiques sont éphémères, tout est éphémère. Mais dans chaque sujet, il y a quelque chose qui est éternel. Pas beaucoup, mais quelques petites choses qui sont éternelles. Et être un moderne, c'est justement avoir la capacité à capter ce qui est éternel dans ce qui est transitoire. Et moi, j'adore cette définition. Et pour moi, c'est la définition du conservatisme. C'est pas d'être comme les réactionnaires, d'être complètement attaché au passé en disant il faut absolument qu'on reproduise ça parce que ça marchait, etc. Non, ça c'est la réaction. Être conservateur, c'est de se dire il n'y a pas que des mauvaises choses là, et il y a des choses qui sont éternelles. Et je trouve, moi, qu'on est en train de perdre des choses éternelles, comme les relations humaines, comme la politesse, comme la bienséance, comme, je ne sais pas, des choses simples. Vous savez, aujourd'hui, j'ai donné un interview dans un média étudiant de gauche souverainiste, il s'appelle, je sais pas ce que ça veut dire, et un jour, c'était Gavroche, il s'appelle, en 2022, et j'ai fait une longue conversation avec eux, parce que, vous savez, je suis bavard, et il m'avait dit comment la politesse, vous ne trouvez pas que ça se dégrade? Je lui ai dit non, c'est pire que ça. La politesse, c'est un héroïsme aujourd'hui. Elle a disparu souvent, ouais. C'est un héroïsme du quotidien. Quand vous rentrez quelque part, vous dites bonjour messieurs, dames, les gens sursautent. Je ne sais pas, encore une fois, si chez les Suisses, c'est la même chose, mais chez nous, c'est devenu une maladie invraisemblable, quand même. Et donc, vous voyez, il y a des choses pour moi qu'on devrait protéger. Et dans un monde horizontal, eh bien, remettre un tout petit peu de verticalité et se dire, ah tiens, mais finalement, il y a encore des occasions dans la vie. Il y a encore des moments où je dois faire des efforts. Ça ne fait pas de moi un vieux con. Peut-être. C'est pas à moi d'en juger. Mais quand je regarde notre audience aujourd'hui, qui était entre 30 et 50 ans, il y a encore quelques années, elle se rajeunit considérablement. Et il y a une armée de jeunes gens qui se réintéressent au sujet, et pas que pour le costume et la chemise et la cravate, mais aussi pour tout ce qui l'entoure et les sujets périphériques. Quel est pour vous, alors on parlait d'histoire, mais est-ce qu'il y a une période historique qui représente un peu l'âge d'or de l'élégance masculine classique? Oui, alors il y en a une. Alors d'abord, il faut bien savoir que, on va dire, le costume moderne a été créé très tardivement. Je vous rappelle quand même que sous l'Ancien Régime, on portait des fraises, des talons hauts. Et d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, c'est que les hommes s'habillaient beaucoup plus que les femmes à cette époque-là. C'était le style masculin, c'était vraiment le summum, avec des culottes bouffantes. Bon, ça, c'était l'Ancien Régime. Fin du XVIIIe, milieu du XIXe siècle, il y a ce fameux dandy, le seul dandy originel, Beau Brummel, Georges Brummel, qui lui a simplifié. Alors là, on est en Angleterre, qui a simplifié à outrance le costume masculin en disant il faut une veste, une chemise, un pantalon. Des chaussures, évidemment. Donc ça, c'est la naissance du costume moderne. Et après, ça a commencé à se développer petit à petit. Regardez, les années 20, ça commence à être plus intéressant. Mais l'âge d'or, évidemment, on va dire, c'est les années 40, juste avant-guerre et juste après-guerre.
surtout juste après-guerre, et qui est, alors pour donner, alors là je sais pas comment dire, les tranches d'âge qui vous suivent, ça va parler à des gens qui ont mon âge, par exemple, ou peut-être qui s'intéressent au cinéma. Mais c'est l'âge d'or, c'est Hollywood dans les années 40. C'est les films de Frank Capra, c'est les films de John Ford. C'est Cary Grant, quoi. Alors c'est Cary Grant, c'est Gary Cooper, c'est James Stewart. J'aime dire cette chose-là, mais c'est la vérité. Regardez par exemple, je ne sais pas moi, l'extravagant Monsieur Deeds, 1936. 1938, 38 je crois, avec Gary Cooper. C'est une histoire incroyable, très beau film de Frank Capra, immense réalisateur. Eh bien, dans ce film-là, j'ai souvenir, encore mieux, Monsieur Smith au Sénat, avec James Stewart, 1936. Dans ces deux films-là, même le figurant, qui n'a pas de réplique, qui est vraiment en arrière-plan, qui a pour seule mission, dans tout le film, on le voit 5 secondes, ouvrir une porte, vous le regardez, il est beau comme un dieu. Il a du style, il a une espèce, je ne sais pas, de prestance, etc. Et aujourd'hui, pour moi, oui, c'est évidemment l'âge d'or. C'est l'âge d'or du costume croisé, c'est l'âge d'or des 3 pièces, c'est l'âge d'or des costumes avec des rayures. Alors bien sûr, les gens vont dire, ah ouais, mais tout ça, c'est des reflets du passé, etc. Aujourd'hui, les jeunes gens, c'est ça les modèles. Alors moi, j'ai 3 modèles. En termes d'élégance, hein. Je ne les connais pas, je ne peux pas parler de leur vertu morale, je peux parler de leur élégance. C'est évidemment Cary Grant qui était un mec un peu tourmenté, qui n'était pas sûr de lui. C'est marrant, les gens ont une idée un peu bizarre de Cary Grant. Cary Grant, c'est un mec qui n'était pas sûr de lui du tout. Je peux en parler un petit peu précisément, parce qu'il se trouve qu'un de mes tailleurs à Paris, Cifonelli, qui est une des plus grandes maisons de couture, a habillé Cary Grant. Dans le passé, à l'époque où les Hollywood venaient faire ses films en Italie à Cinecittà, qui était le low cost des studios de tournage dans les années 50. Donc ils ont habillé à peu près tout le monde. Et Cary Grant donc était un mec très peu sûr de lui, alors que c'était un beau garçon, c'était un mec très peu sûr de lui. Gary Cooper était un mec très tourmenté, mais très nonchalant. On aime beaucoup Gary Cooper parce que d'abord il était beau, mais il était très nonchalant, etc., etc. Et l'autre qui est important pour moi, c'est Fred Astaire. Alors évidemment, Fred Astaire, les jeunes gens qui regardent cette émission, si vous n'avez jamais vu Fred Astaire danser, il faut que vous voyez, enfin c'est presque surhumain de voir Fred Astaire. Quand il sautait, il retombait jamais, ce mec-là. C'était invraisemblable. Et Fred Astaire, c'était cette espèce de liberté de mouvement avec un costume, il danse, etc., etc. Quand vous combinez les 3, pour moi, ce serait peut-être l'icône. Il y a un peu des 3. C'est-à-dire l'austérité, un petit peu de l'austérité de Cary Grant, l'austérité élégante de Cary Grant, la nonchalance de Gary Cooper et la liberté de mouvement de Fred Astaire. Alors ça vous paraît peut-être un petit peu aller dans les limbes, tout ça, mais c'est des modèles. Et d'ailleurs, il y a des livres qui sont en train d'être réécrits sur ces gens-là, et les jeunes gens qui nous suivent aiment beaucoup cette chose-là. Donc c'est l'âge d'or, mais il y a eu des choses intéressantes dans les années 60, avec Gianni Agnelli, le fameux patron historique de Fiat, 70, c'était un petit peu plus compliqué, mais quand même, il restait des choses intéressantes. Bon, c'est vrai, c'est en train de revenir. Vous savez, il y a des cycles comme ça. Les gens me disent, ah, le style est éternel. Oui et non. Il y a des évolutions quand même. Il y a des évolutions. C'est-à-dire, je pense que la mode, alors on n'aime pas la mode, hein, nous évidemment, on n'aime pas se faire dicter les choses. Donc la mode, c'est 6 mois. Le style, chez nous, c'est 10 ans. C'est-à-dire que chaque décennie, les revers sont plus ou moins hauts, plus ou moins petits, les couleurs changent un tout petit peu. Donc mais on aime bien cette idée-là de faire en sorte de ne pas être sous le diktat de qui que ce soit. Excusez-moi, je me suis un peu égaré, mais quand vous me mettez sur Clark Gable, Fred Astaire, Gary Cooper, j'ai tout de suite des images mentales. Et j'invite vraiment les gens à regarder ces films-là, vous allez voir. Ça a de la gueule, comme on dit. Est-ce que vous avez des stars hollywoodiennes, par exemple, dans les temps récents, ouais, que vous admirez aussi? Alors non. Alors, on va dire, au moins pas autant que les 3 que je viens de vous... Alors, il y en a d'autres, hein, de cette époque-là. Parce que dans cette époque-là, je vais quand même vous raconter quelque chose qui va vous intéresser. Je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'admirer, pour des gens un peu, entre guillemets, pointus, comme nous, qui regardons vraiment la chose, pourquoi c'est difficile aujourd'hui. Jusque dans les années 50, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. C'est que Gable, Cooper, Grant, Astaire, mais aussi en France, Gabin,
Ventura, quand ils venaient sur les plateaux, ils venaient avec leurs propres vêtements. C'est-à-dire qu'ils portaient leurs propres costumes. Alors évidemment, à Hollywood, il commençait à y avoir des costumiers. Mais d'ailleurs, il y a une photo géniale de Fred Astaire qui, avant d'aller tourner un film, il met ses chaussures, ses souliers, comme on dit. Nous, on préfère dire souliers que chaussures. Et là, il choisit, il doit avoir 200 paires. Parce qu'ils venaient avec leurs propres vêtements. Donc ça veut dire que ça se voit tout de suite. Quand on porte un vêtement, généralement, qui a été fait par un maître tailleur, donc il faisait faire ça chez Cifonelli, ou chez Anderson & Shepard à Londres, ou chez Huntsman, les grands tailleurs londoniens, les grands tailleurs parisiens, les grands tailleurs italiens. Mais c'était leurs vêtements. Et ça change tout. Quand vous arrivez, vous avez fait un vêtement que vous portez presque à la ville, et ils étaient aussi à l'aise à la ville que sur la scène. Aujourd'hui, c'est du sponsoring. Et en grande majorité du prêt-à-porter. Comment voulez-vous que... Alors oui, il y a des mecs qui ont un peu de style quand même. Il y en a un tout petit peu. Plus tôt d'ailleurs, on a vu dans les séries... Alors il y a 2 séries qui ont tout misé là-dessus. C'est... comment ça s'appelle? Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders, exactement. Où là, on est dans les années 20, les mauvais garçons avec les vestes en tweed. D'ailleurs, vous savez que juste avec Peaky Blinders, les ventes de casquettes irlandaises ont explosé de plus 30%. Ce qui est fou. Et Boardwalk Empire, où là, on est plus aux États-Unis. Mais voilà. Et ces 2 séries ont mis l'accent là-dessus. Et bizarrement, ça a vraiment intéressé les jeunes gens. Alors, quand je dis les jeunes gens, excusez-moi encore, hein, c'est pas vrai d'ailleurs, parce que c'est multigénérationnel cette chose-là. Mais quand même, ça a intéressé la jeunesse. Donc, aujourd'hui, il y a encore quelques personnes, notamment dans ces séries-là. Évidemment, Downton Abbey. Mais là, Downton Abbey, on est dans le formalisme à l'anglaise. Oui, c'est l'aristocratie britannique. C'est l'aristocratie. Moi, j'adorerais, même si c'est beaucoup de boulot, me changer et me mettre, non pas ils ne mangeaient pas en smoking, ils mangeaient en queue de pie. Ils mangeaient ce qu'on appelle la différence entre le black tie et le white tie. Le white tie, c'est l'habit ultra formel qui ne se boutonne pas. Mais bon, eux, ils avaient la chance, contrairement à nous, d'avoir des valets, d'avoir des gens qui les habillaient que ça. Là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Mais quand même, à l'œil, c'est quand même joli, non? C'est quand même beau. Hein, c'est cette notion de beauté. Donc, pour répondre à la question, vraiment, moi, mes icônes, elles sont dans les années 40-50. Et aujourd'hui, on peut trouver, notamment dans ces séries-là, des gens qui sont encore élégants. Alors, les gens vont me dire James Bond. Bah oui, mais bon, ouais, allez, peut-être. Je crois que s'il est habillé par Brioni, enfin ça dépend, des fois c'est Brioni, des fois c'est Ralph Lauren, enfin ça change beaucoup. Je veux pas dire de bêtises sur le sujet, donc parce qu'il y a sans doute des droits d'auteur sur le sujet, mais en gros, ouais, pas mal, mais enfin, à James Bond, les mecs, tu leur mets un drap, ils sont beaux, par définition, parce que ils ont été sélectionnés pour ça. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Et moi, je pense que mon préféré entre toutes, ça se joue entre Gable et Grant, et comment, Fred Astaire, qui était tout petit. Il avait cette espèce de beauté incroyable. Et alors, on parle beaucoup d'élégance masculine, forcément, mais quid de l'élégance féminine? Parce que j'ai l'impression qu'à partir des années 30, les femmes ont commencé aussi à s'habiller, peut-être plus avec des costumes, ou en tout cas des habits plutôt masculins, peut-être, alors qu'avant, il y avait plutôt des robes, des jupes. Comment ça se passe dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a aussi des tendances? Votre femme est très investie dans ce domaine aussi. Voilà, quels sont les codes peut-être de ce milieu-là aussi? Est-ce que ça suit ceux de l'élégance masculine? Alors oui, il se passe quelque chose aussi. Alors mon épouse est très investie là-dedans, évidemment. Alors la porte d'entrée pour les dames est un tout petit peu différente, à mon avis. Parce que les dames ont quand même une capacité, elles ont une liberté de choix que nous, on n'a pas. Hein, ils peuvent porter des pantalons, ils peuvent porter des jupes, ils peuvent porter des robes. Nous, en gros, on a un pantalon ou un short. Même si aujourd'hui, on nous dit qu'on peut porter des robes. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder. Et puis, quoi d'autre? Enfin, on n'a quand même pas beaucoup. Et puis, les quelques petites fantaisies qu'on peut se permettre, une pochette, une cravate. Ah si, des montres, évidemment, on est au bon endroit ici. Et même, on a moins de liberté dans les bijoux, etc., etc. Donc ça veut dire que les femmes ont quand même une liberté, les potentialités d'être élégantes et de se trouver belles, parce que c'est très important de se trouver beau ou belle, sont beaucoup plus élargies que nous les hommes. Ceci étant, et je pense que c'est plus créé par la notion d'acheter moins et d'acheter mieux, il y a un petit mouvement qui s'est fait jour aussi chez les dames. Je vois de plus en plus ma femme porte magnifiquement un beau... Alors on dit un tailleur pour une femme, on ne dit pas un costume. D'ailleurs, c'est la même chose, tout simplement, mais un beau tailleur
élégant en tweed, par exemple, pour l'hiver, avec une petite chemise ouverte et une jupe tailleur, par exemple. Ça marche très bien. Pantalon, évidemment. Donc, il y a une appétence pour ça. Le seul problème, ça commence à venir, c'est que le marché n'était pas encore prêt en termes d'offres. Nous, on reçoit des demandes, mais en permanence. Où est-ce que je peux aller parce que ma femme aimerait bien se faire un costume. Alors, je sais que notamment nos amis de chez Blandin Deloy sont capables maintenant de faire du costume sur mesure pour les femmes. Donc, c'est un petit mouvement qui s'amorce, mais plus dans la logique, acheter moins, acheter mieux, aussi pour les dames, mais aussi, et ça, c'est quelque chose qui est assez... Alors moi, ça me réjouit, c'est encore très naissant, c'est que quand une dame ou une femme voit son mari ou son compagnon progresser, 1, ça lui fait plaisir, 2, ça l'inspire, et 3, je vois de plus en plus de couples qui font ça ensemble. Et moi, je trouve ça génial. Alors, je sais, je vais me prendre des tomates pourries dans tous les sens, c'est une vision un peu classique de la vie, mais c'est la mienne. Après tout, j'ai 61 ans, et je trouve que c'est une belle vision de la vie, et moi, personnellement, j'ai la chance de faire ça avec mon épouse. Alors, c'est notre métier, hein, nous. Mais c'est vrai que quand les gens nous voient dans la rue, tous les deux habillés, ma femme avec un joli tailleur, d'ailleurs, on s'amuse parfois. Alors, pas être exactement pareil, mais dans le même esprit. Alors là, par contre, on se fait arrêter et les gens adorent ça. Alors, c'est marrant. Quand un homme seul marche, on parle dans son dos, quand on est en couple, les gens volontiers s'arrêtent pour nous complimenter. Ils nous disent « Ah, ça fait du bien de voir des gens élégants dans la rue. Ça fait du bien de voir des gens qui amènent un petit surcroît de beauté dans notre quotidien un peu gris aujourd'hui. » Donc oui, alors c'est naissant pour les dames, mais je pense que ça va se développer. Le sartorialisme est-il une affaire purement occidentale, avec ce costume qui est quand même une tradition occidentale, Oui. ou pensez-vous qu'il y a d'autres traditions vestimentaires, hein, notamment asiatiques, africaines, qui ont leur propre forme d'élégance intemporelle? Bien sûr, bien sûr. Alors c'est occidental. Alors peut-être on n'a pas eu le temps vraiment de regarder, mais quand on dit sartorial, sartorialiste, ce serait bien quand même de définir les mots un tout petit peu. Effectivement. Ça vient du mot sartor qui veut dire tailleur en italien. Sartoria veut dire entreprise de confection en Italie. Et sartorial en anglais, en gros, encapsule tout ça. C'est l'élégance masculine classique. Nous, on n'a pas de mot. Donc je me suis permis de franciser sartorial. Alors ce n'est pas ni un néologisme ni un barbarisme, c'est simplement un emprunt à la langue. Hein. J'ai un linguiste parce que je me suis pris tellement de balles perdues sur le sujet en disant mais c'est quoi ce mot sartorial? D'ailleurs, sarteur en vieux français voulait dire les gens qui reprisaient les vêtements. Donc c'est quelque chose. Donc voilà, c'était juste pour clarifier les mots. Alors j'ai oublié la question. Sur la question de l'occidentalisation. Ah oui. Alors. Évidemment, la question tombe bien parce qu'il y a quelques mois, 1 an maintenant, nous sommes allés en Inde. On nous a demandé de venir en Inde pour une entreprise qui fait des costumes très jolis, mais dont le marché n'est pas trop en Inde en fait. Le marché, ils veulent faire des costumes avec de la main-d'œuvre à plus bas coût pour les Occidentaux. Ils font du bon travail. Donc on allait les visiter pour voir les usines, voir comment les gens étaient traités là-bas, etc., ce qui est très important pour nous. Et en fait, on s'est rendu compte que leur marché domestique était petit parce que il y a vraiment une tradition. Alors, j'ai pas les mots. J'ai essayé d'ailleurs, moi, des costumes traditionnels là-bas, c'est magnifique. Vous savez, avec ces cols droits comme ça, avec ces vestes un peu longues comme ça. Alors, il y a des mots spécifiques qui me reviennent pas à l'esprit tout de suite, donc sur le continent hindou, il y a une tradition vestimentaire pour les grandes occasions qui est absolument magnifique. Et moi, je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas sûr, alors peut-être dans le business, un tout petit peu, mais je trouverais qu'il serait plus malin pour eux de continuer à cultiver leur propre tradition. L'Asie, c'est différent. Parce que le Japon, par exemple, est un pays où... alors, il y a 2 façons de s'habiller. Soit on s'habille de manière très traditionnelle, mais c'est vraiment en train de s'estomper de plus en plus. Soit on s'habille à l'occidentale. Mais les Japonais sont fous dans le bon sens du terme. Ce sont des artisans extraordinaires. Je pense que les plus beaux, les plus grands bottiers sur mesure au monde actuellement pour les chaussures classiques, c'est au Japon. Les tailleurs aussi, ils ont une culture de l'art tailleur qui est hallucinante. Le seul problème, c'est qu'ils ont... Alors, le seul problème, et c'est bien leur en prend, ils ont de la chance, c'est que leur marché intérieur est tellement grand qu'ils n'ont pas besoin d'exporter. Et surtout, ils ont l'habitude de travailler pour des morphologies qui ne sont pas les nôtres.
Le pied japonais n'a rien à voir avec un pied français. Par exemple, pour les gens qui font les bottes à la main, c'est très compliqué pour nous, les Français, de faire des souliers pour les Asiatiques. Et l'inverse est vrai également. Et généralement, ils sont plus petits, plus menus. Donc, ils ont un style vestimentaire un tout petit peu différent au niveau du costume. Mais eux, le sartorialisme, c'est à fond au Japon. Ils adorent ça. La Chine, c'est un peu entre les deux. Ils sont encore lobotomisés par, excusez-moi, hein, j'ai rien contre eux finalement, mais par les grandes marques. En gros, hein. Pour eux, il faut que ça brille LVMH, et qu'on voit des logos, en gros, hein, tout simplement. S'ils pouvaient se faire tatouer Louis Vuitton sur les dents, ils le feraient. Ah non, je rigole, je vais un tout petit peu loin. Mais j'ai vu des lunettes avec Hermès marqué en pointillon dessus. Voilà, ça c'est la Chine. Mais ils commencent à s'y intéresser. Et eux, en revanche, ils sont en train de s'occidentaliser. Le costume traditionnel chinois, vous savez, il y a quand même eu 5 décennies un peu compliquées en Chine, où les gens s'habillaient tous à peu près pareil, avec des trucs très gris, très austères, etc. Bon, ça, ils l'ont rejeté. Maintenant, enfin, rejeté. En tout cas, ils s'habillent plus à l'occidental. L'Afrique est très particulière. Parce que l'Afrique a une culture vestimentaire géniale, qui est aussi liée, malheureusement, à des conditions de vie. Une culture vestimentaire, comment dire, ils sont forts. Moi, je les adore, sur ce sujet-là. Mais ils ont aussi cette tendance, ils adorent la France. Enfin, ils adoraient en tout cas la France. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, mais en tout cas sur ce sujet-là, ce qu'on appelle les sapeurs, tout le monde a entendu parler des sapeurs. C'est ces gens, alors ça a commencé au Congo-Brazzaville, et c'est dans plusieurs... alors c'est un peu aussi au Cameroun, c'est un peu aussi au Sénégal, c'est en République du Congo, enfin bref, c'est dans toute cette partie de l'Afrique, où ces gens, qui vivent parfois dans des conditions de pauvreté extrême, arrivent à essayer de s'habiller comme on s'habille à Paris. Parce que c'est ça l'idée. Mais de manière complètement extravagante, et de manière extravagante de façon assumée. Voilà. Et moi, je trouve ce geste magnifique, j'adore ça. Alors évidemment, maintenant, ça a été un peu monétisé. Les gens vont vous dire, il y a les vrais sapeurs, les faux sapeurs. Qu'importe. Les Africains savent mieux porter le costume que quiconque. Ils ont ça dans le sang. Allez, les Africains et les Italiens, je dirais. C'est des gens du Sud, quoi, en général. Ils savent mieux faire que nous. Et eux, les Africains, je pense que, alors malheureusement, bref, c'est toujours le même problème là-bas. Et c'est encore très compliqué en Afrique. Pourtant, il y a un vivier créatif là-bas. Donc oui, ils sont intéressés par le vêtement occidental avec ce mouvement dit des sapeurs, et ils adorent. Et d'ailleurs, parfois, ils nous donnent des leçons, notamment en termes d'audace. Les Africains, ils osent. C'est presque même obligatoire. Et ils savent bouger dans un costume. Un costume, c'est un objet paradoxal. Un costume, c'est un objet inerte. Il ne prend vie que quand vous mettez en mouvement. Et mes amis du Congo-Brazza, notamment, j'ai plein d'amis là-bas, ils savent porter ça comme personne. Et après, vous avez les tenues traditionnelles. Les tenues traditionnelles qui survivent, et j'aimerais bien qu'elles survivent un tout petit peu plus. Et puis après, vous avez les gens qui s'habillent comme ils peuvent. Mais en Afrique, il y a quand même toujours, même avec 4 bouts de ficelle, et c'est le cas de le dire, ils arrivent toujours à dire quelque chose avec leurs vêtements, notamment avec les couleurs. C'est un Africain qui porte un costume, un supplément d'âme et de joie que nous, on a un peu perdu. C'est la façon joyeuse. Donc, c'est occidental. Et moi, je trouve, mon ambition n'est pas que ça aille partout, dans tout. Non. Surtout en Inde, je trouve qu'il y a une très belle tradition vestimentaire qu'il faudrait protéger et qui est très contemporaine, qui pourrait être, retravaillée de façon contemporaine. Et l'Afrique, l'Afrique pour moi, c'est un vivier. En fait, l'Afrique, c'est le bordel, mais c'est un joyeux bordel et qui est vraiment inspirant pour nous. Et je trouve qu'on a tellement de choses à prendre chez eux, notamment en termes de joie de vivre et en termes de s'accommoder de ce qu'on a et en faire le maximum. Et c'est pour ça que moi, j'adore les Africains, je les bénis, je les aime, c'est mes copains. Alors revenons peut-être à un sujet qu'on a légèrement abordé en début d'entretien, c'est le numérique, le rapport du sartorialisme avec l'univers numérique. Oui. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'influenceurs sur TikTok, Instagram, mais il y a aussi toute la question de l'intelligence artificielle qui arrive. Que pensez-vous de sa présence, de son développement? Est-ce qu'elle pourrait, selon vous, impacter le monde du sartorialisme d'une manière particulière, par exemple pour faire des habits ou d'une certaine manière automatiser certains processus Alors, l'intelligence artificielle, voilà un sujet... intéressant. Je pense que, première étape de ma réponse, je pense que nous sommes un des derniers bastions où quand même, ils vont avoir du mal. Enfin, je veux dire, je vois pas ce qui pourrait remplacer à terme, pour des vêtements très haut de gamme, ou la main d'un tailleur.
même si les machines commencent à progresser. Mais je pense quand même qu'on est encore, nous, un peu protégés, de par la rareté même des gestes ancestraux qui demandent à être étudiés pour faire un bon tailleur, on dit il faut 15-20 ans. C'est un métier qui est difficile. Pareil pour les bottiers qui font souci. Moi, mon grand-père était bottier, il faisait des bottes d'équitation pour le Cadre Noir à Saumur. Je l'ai vu souffrir sur le tabouret. C'est des métiers extrêmement complexes et compliqués. L'intelligence artificielle. Alors, je vais faire une réponse un peu nuancée sur le sujet. D'abord, moi j'ai toujours appris que quand il y a une vague qui arrive, et là c'est pas une vague, c'est un tsunami. Quand il y a une vague qui arrive, on a deux choix. Soit on se dit, bon, on a peur, on va essayer de se protéger de la vague, on va se planquer, mais de toute façon, on va se la prendre. Deuxième solution, on la surfe. Moi, je ne suis pas un très bon surfeur, hein. J'ai essayé 2-3 fois, ça n'a pas été très concluant, mais la vague est là. On n'a pas le choix que de la surfer. Comment peut-on la surfer? Comment peut-on en faire quelque chose qui va nous aider au lieu de simplement nous asservir? Parce que c'est ça le vrai danger. Alors, aujourd'hui, dans notre métier, moi par exemple, j'avais un projet qui n'a pas vu le jour, parce que vous savez, malheureusement, les startups dans l'intelligence artificielle, il y en a peut-être 1 sur 5 qui arrivent à passer les caps des levées de fonds. Moi, je ne connais pas comment ça se passe tout ça, mais j'avais travaillé sur un projet il y a 2 ans qui m'intéressait beaucoup, qui était une idée. Alors tiens, je vous la donne gratuitement, mesdames, messieurs, si vous la voulez, je vous l'offre. Et c'était une belle idée, qui était de dire, grâce à, on va mettre le deep learning, il dit ça, donc les machines qui apprennent, spécifiquement sur nos sujets, on va l'alimenter, vraiment sur nos sujets, et pas que nous, mais vraiment l'orienter vers des sujets pour faire en sorte de permettre aux gens, avant d'acheter un costume, de se voir dans un costume. C'est-à-dire les gens, alors l'idée ça s'appelait wearasuit.com, porteruncostume.com, et que les gens puissent envoyer une photo, et pour quelques euros, on leur donnait, non pas un truc que vous pouvez aller voir dans les grands magasins, non, un vrai travail sartorial, et pour quelques euros, ils avaient 50 exemples d'eux dans un costume vraiment élégant. Voilà une application intelligente. C'était de se dire... Alors, et en plus, on a fait quelques tests, les gens, vous savez qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils s'en servaient comme avatar sur LinkedIn ou sur... Bah oui, parce que d'un seul coup, ils se disaient « Oh merde, putain, je suis beau, ça me va bien. » Vous voyez ce que je veux dire? Bon, malheureusement, c'était une belle entreprise, on a commencé, et malheureusement, la 3e levée de fonds, j'y connais rien, moi, à ça, n'a pas fonctionné, ils n'ont pas survécu. Donc voilà, moi, c'était ma première réponse. C'est-à-dire, et si on en faisait une force? Et si on essayait de créer des déclics dans la tête des gens avec la puissance extraordinaire de l'intelligence artificielle pour justement d'un seul coup, hop, vous montrer. Et là, par rebond, au lieu de se faire dépasser par la méchante intelligence artificielle, d'ailleurs, au passage, c'est pas une intelligence, c'est des intelligences artificielles. Ça, c'est un autre sujet. Oui, d'ailleurs, le terme intelligence peut être questionné. Exactement. On va dire que c'est des supercalculateurs de probabilité. Hein. On parlait de l'improbabilité au début. Et donc, aujourd'hui, voilà. Moi, je pensais, je me disais, tiens, au lieu de se dire, oh, les méchantes intelligences artificielles qui vont nous détruire, non. Utilisons le truc pour par rebond. Et moi, j'avais des tailleurs qui étaient très intéressés. Et même des maisons de couture qui étaient très intéressées par ce projet-là. De se dire, oui, les gens, ils peuvent essayer le costume. Alors, il y a maintenant des espèces de trucs de prise de mesure en 3D chez les tailleurs où vous pouvez vous voir dans un costume avec le tissu que vous avez choisi. Mais enfin, ça reste quand même très grand guignol pour moi, pour l'instant. Mais moi, le programme qu'on développait, c'était vraiment, vous voyez, mais dans un vrai costume avec de la vraie laine, magnifique, etc. Bon. Après, je pense que la question de l'intelligence artificielle, justement, alors pour nous, si c'est la question, c'est d'un point de vue industriel ou artisanal, dans l'industrie sans doute, ça va peut-être réduire les délais. Bon, je vois pas ce que l'intelligence artificielle va amener dans la production de laine, particulièrement, parce que les moutons, c'est bien. Alors après, si on décide de faire que du synthétique, c'est un autre sujet, mais je vois pas ce que ça va changer chez nous. Là. Après, la production d'un costume sur mesure, c'est des trucs assez précis, ça peut peut-être être fait plus à la machine. Voilà. Et en termes de design, là quand même, je pense que la main de l'homme et l'œil de l'homme et l'improbabilité de l'homme, et moi, je suis obsédé par cette notion-là. Et je pense qu'elle est assez liée aussi à ce qu'on essaye de prôner dans la vie. Essayez, mesdames, messieurs, d'être improbable. Arrêtez de vous habiller comme tout le monde. Arrêtez de suivre les diktats de la mode. Même si vous pouvez me dire, ah, monsieur Jacobet, j'ai pas les moyens. Si vous avez les moyens. Si, allez regarder un petit peu la seconde main. Essayez au moins de reprendre la main sur votre propre style.
Alors c'est vrai en revanche que l'intelligence artificielle, surtout dans ses derniers développements, personnellement, moi j'ai essayé une nouvelle plateforme là, du mec méchant qui a racheté X, Grok 3, c'est hallucinant. Enfin, moi j'ai vraiment fait des recherches assez pointues sur des choses. Je pense qu'on a franchi une nouvelle étape. Hein. C'est-à-dire qu'encore ChatGPT, j'ai jamais trop utilisé. Ma femme étant américaine, elle l'utilisait. Bon, on arrivait à détecter relativement vite, une espèce de mécanisation de la pensée. Mais en revanche, sur Grok 3, ça commence à devenir un tout petit peu plus subtil. Il n'en reste pas moins vrai que, et c'est pour ça que d'ailleurs j'invite les gens à venir, alors pas venir chez nous uniquement, mais à réfléchir à leur style. Je pense que c'est une petite enclave de liberté. Et je pense que les métiers comme les nôtres, enfin comme les gens dont je fais l'éloge, sont pas encore du tout en danger, parce que qu'est-ce que les gens viennent chercher chez un maître tailleur ou chez un maître bottier? Ils viennent chercher précisément un vêtement, un objet qui est irreproductible. Et quand un objet est unique et irreproductible, eh bien par définition, l'intelligence artificielle, alors encore une fois, on parle de choses, cher Martin, qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire que peut-être que ce que je suis en train de dire, dans 1 an et demi, c'est complètement obsolète et qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. D'ailleurs, je suis plutôt content de vivre ça, d'être de cette génération qui va encore vivre ça, parce que moi, j'ai vécu la vie d'avant. Je suis né en 1963, j'ai vécu la vie sans téléphone portable, sans télévision couleur même. J'ai vécu la vie des radios où il y avait 5 stations de radio et 2 chaînes de télévision. J'ai vécu tout. Je suis content de le vivre. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Il faut surfer la vague. Et je pense que tous, on a la capacité à trouver des manières intelligentes de l'utiliser. Je vous ai donné une manière. Si quelqu'un trouve l'idée wearasuit.com, je ne sais même pas si c'est déposé ou pas d'ailleurs, je vous la jette en pâture. Je suis à votre disposition pour réfléchir à vous sur le sujet. Non, je rigole. Je n'ai pas vraiment le temps, mais c'était quelque chose qui me semblait intelligent. Vous voyez, on peut toujours trouver des choses intelligentes à faire avec des révolutions technologiques. Alors, vous avez mentionné effectivement votre foi chrétienne plus tôt dans l'entretien. Alors voilà, est-ce que vous pourriez un peu nous en parler? Oui, qu'est-ce qui vous habite avec ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, d'abord, moi, je suis chrétien, ouvertement, et j'ai décidé de... Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où c'est plus facile de faire son coming out sur sa préférence sexuelle que sur sa religion. C'est plus facile de faire son coming out sur sa façon de manger que sur le fait que, au contraire, moi j'aime bien la viande, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chose comme ça qui est assez étonnante. Et donc, moi je me suis aperçu, alors c'est pas du tout, c'est très fortuit cette chose-là, pas ma foi, hein, mais le fait que j'en parle. Bon, et moi d'abord je suis chrétien protestant. Alors, évidemment, en France, il y a beaucoup de débats sur le sujet. Alors, je ne vais pas vous faire un précis. La différence entre les catholiques, les protestants, etc., ça n'a pas grande importance pour moi. Parce Surtout que qu'on connaît bien en Suisse ces différences-là. Bon, très bien, vous connaissez bien le sujet. Mais bon, en fait, en France, il y a encore une mauvaise culture sur le sujet. C'est que nous, on est les méchants qui font ce qu'ils veulent et qui interprètent la Bible comme ils veulent, et eux, ils sont les gentils qui passent par l'Église pour être sûrs d'avoir le bon message, etc., etc. Moi, j'ai été baptisé catholique quand j'étais gamin, à 6 mois, comme tout le monde, donc je m'en souviens fort peu. Et j'ai eu une vie agnostique. Je ne me suis pas intéressé à la foi jusqu'à 45 ans. Donc j'ai eu une vie pas vide spirituellement, j'ai toujours eu cette sensation, et d'ailleurs pardon pour le micro, ça a un rapport avec, mon métier, c'est-à-dire que je trouve que cette notion de transcendance, parce que c'est ça dont on parle, hein, je trouve qu'on peut aussi la trouver par le vêtement, c'est d'avoir quelque chose qui est plus grand que nous. Hein, on vit dans cet univers du moi-je constamment, et moi j'aime cette notion de se dire que y a des occasions qui sont plus grandes que nous, donc on va s'habiller pour. Et puis il y a des choses qui sont plus grandes que nous. Et donc moi je me suis marié avec mon épouse Sonia, que j'ai rencontrée en 2011. À cette époque-là, j'étais 45 ans, vous savez, vous allez la voir, ça va bientôt venir la quarantaine, vous allez commencer à vous questionner sur le sens de la vie, etc. Et il se trouve que ma femme est petite fille de pasteur, et je suis arrivé dans une famille américaine très chrétienne.
Alors évidemment, au début, j'étais un petit peu le sale gosse français qui disait des gros mots, un peu intellectuel comme ça. Et puis j'ai commencé à découvrir qu'il y avait aussi une facette intellectuelle du christianisme. Moi, j'étais toujours dans cette espèce de rejet du dogme, en disant, voilà, c'est écrit, donc c'est comme ça. Pourquoi j'ai pas le droit de contredire ça, ou de l'analyser, ou de, comment dire, d'y mettre ma patte, tout simplement, parce que j'ai l'impression que si Dieu existe, il m'a doté d'un esprit critique, il m'a doté d'une pensée. Et donc, pourquoi je n'aurais pas le droit de challenger, comme on dit, de faire en sorte que je puisse aussi, moi aussi, questionner la foi, questionner les prêtres, questionner l'organisation de l'Église. Et petit à petit, ma femme m'a invité à lire la Bible. Voilà. Et en fait, c'est assez simple. C'est comme dans tout sujet dans la vie. C'est quand même mieux, quand on veut en parler, de savoir de quoi on parle. Et moi, je m'étais aperçu que la grande majorité d'entre nous, le peu de choses qu'on sait sur les Écritures saintes, c'est ce qu'on entend, ce qu'on nous a dit. Et donc, on se forge une opinion extrêmement rapide sans trop savoir de quoi on parle. Et donc, j'ai commencé avec ma femme, tout doucement, on a commencé à lire la Bible. Alors, on a commencé par le Nouveau Testament parce que c'est plus simple. Les évangiles, Jésus, la vie de Jésus, narrée par 4 personnes différentes, et puis les épîtres qui suivent. Enfin bref, c'est pas très long à lire le Nouveau Testament, et c'est plus simple. Et après, donc, l'Ancien Testament, c'est plus compliqué déjà. Là, c'est des grandes sagas, etc. Et j'ai commencé petit à petit avec ma femme, qui ne m'a pas brusqué sur le sujet, à me dire, bon, voilà, on lit ça et on y réfléchit, on en discute, etc. Et j'ai senti petit à petit qu'il y avait c'est même pas une fontaine, c'est une cascade de sagesse, et puis surtout, une vision du monde dans laquelle on a aussi notre place. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à réfléchir et à méditer. Et petit à petit, ça a commencé à envahir mon existence. Et voilà, à tel point que je me suis fait baptiser en 2016 par un pasteur. Alors, je l'ai fait en Italie parce que, il voulait faire un petit reportage sur moi. Parce que vous savez, les Américains, ils aiment bien... C'était rare qu'un Français exprime sa foi comme ça. Donc, j'ai été baptisé. C'est un moment assez... alors là, je ne veux pas en parler. Il y a un reportage sur mon baptême sur l'Internet, d'ailleurs, vous pouvez le trouver. C'est un moment un peu intime. Toujours est-il que 2016, 2017, on ouvre YouTube et puis je me dis, mais c'est marrant parce que parfois, ça m'échappait. La foi, des fois, je parlais des Écritures, etc. Ça m'échappait. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé de développer sur le sujet. Et je me suis aperçu qu'il y avait peu de gens, en fait, qui en parlaient. Il y avait peu de gens qui osaient partager. Alors, il y en a un petit peu maintenant. D'ailleurs, il y a un type génial, un prêtre catholique sur Internet, frère Benoît, je crois, ou frère, je ne sais plus. Je vois qui c'est, j'ai plus son nom non plus. Voilà, mais il est formidable ce type-là, et qui fait de la vulgarisation, etc. Et ça intéresse beaucoup les gens. Et moi, j'ai commencé à en parler de manière un peu fortuite comme ça, et je me suis aperçu que ça intéressait beaucoup les jeunes gens. Et donc, j'ai décidé de continuer à en parler. Alors, j'en fais pas un métier, même si j'ai commencé effectivement j'ai envie d'approfondir le sujet. Oui, c'est-à-dire que vous avez commencé quand même des études pour devenir pasteur, hein, oui. Avec spécialisation, j'ai entendu, en exégèse biblique. Oui. Alors ça, c'est mon côté intellectuel. En gros, c'est mon côté un peu extrémiste. C'est-à-dire que le sujet m'intéresse. Vous savez, il y a des choses quand même très simples dans la Bible, la règle d'or, Jésus ne fait pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que les autres fassent. Il y a des principes de base, tu ne tueras point, les 10 commandements. Si on enseignait ça aux gamins aujourd'hui, on ne le fait plus aujourd'hui, même les cours de morale. Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, on n'aimait pas ça, hein, mais ça rentrait. Hein. Et je me disais quand même, ça peut élever. Donc j'ai décidé d'approfondir cette chose-là. Donc moi, j'ai une foi chrétienne, je crois en Dieu. Je crois que ce qu'on voit là, ce n'est pas la vérité ultime. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous englobe. Et j'ai de l'espoir et j'ai de l'espérance pour le futur. Voilà. Et donc, c'est juste quelque chose qui m'anime. C'est pas simplement un cataplasme sur une jambe de bois. C'est pas pour me donner bonne conscience. C'est pas non plus pour dire, ah ouais, le futur, parce que j'ai peur de la mort, peut-être je préfère savoir qu'il y a quelque chose d'après. Non, pour moi, ça ne fait pas sens qu'il n'y ait rien après. Et quand je lis la Bible, ça me remplit. Et surtout, ça a changé ma vie, tout simplement. Parce que depuis que j'ai rencontré ma femme et depuis que j'ai cette quête spirituelle, j'ai un couple extraordinaire, j'ai beaucoup de stabilité dans ma vie émotionnelle, dans ma vie personnelle, et je suis très à l'aise avec ça. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas en parler? Alors pourquoi j'étudie? C'est que c'est un peu ma nature.
Quand j'ai commencé à étudier le costume, voilà, j'ai voulu tout de suite savoir ce qui se cachait derrière. J'ai voulu comprendre les métiers, j'ai voulu comprendre les process. C'est ma nature, je suis fait comme ça. Et donc, j'ai décidé de... Alors, ça va me prendre beaucoup de temps, hein, parce que normalement, alors, je rentre au séminaire. Alors, pas au séminaire, heureusement, on est en 2025, donc je fais ça en ligne. Je suis dans un séminaire, donc évidemment protestant, baptiste, à Louisville, dans le Kentucky. J'ai même obtenu une bourse d'études, figurez-vous. Je suis le plus vieux étudiant du campus, mais je n'y vais pas là-bas, je fais ça en ligne. Et donc, je veux me spécialiser dans l'exégèse biblique, donc ça veut dire qu'il faut que je retourne au b.a.-ba du grec ancien, de l'hébreu ancien. Donc c'est un énorme travail, un énorme investissement, mais ça me passionne. Et parce que tout simplement, je sais qu'il y a là quelque chose de fondamental. Et c'est mon devoir presque d'essayer, non pas de percer le mystère, parce que tout ça nous dépasse complètement, mais d'essayer au moins d'aller au fond des choses pour être capable d'en parler. Je ne suis pas en train d'essayer d'évangéliser tout le monde, mais je suis quand même là pour dire qu'il y a quand même une sagesse incroyable dans ce livre. Et d'ailleurs, petit point de détail, que les gens me disent « Ah, la Bible, c'est pour les culs serrés, blablabla, le dôme, etc. » Ah, alors je pense que vous n'avez pas lu. Parce que lisez le Nouveau Testament, lisez la Genèse, l'Exode, juste les deux, et peut-être les Deutéronomes. Moi, je lis en anglais en plus, malheureusement, parce que ma femme étant américaine, il se trouve que je prie en anglais. Moi, ça, c'est une curiosité. Donc, je parle à Dieu en anglais. Je ne sais pas s'il apprécie ça ou pas, mais bon, c'est le cas. Eh bien, vous lisez les 3 premiers chapitres de l'Ancien Testament. C'est pas très long. Enfin, ça demande un peu de boulot, mais c'est pas très long. Si vous pensez que c'est cul serré, que c'est des dogmes un peu coincés, etc., vous n'avez pas lu, parce que c'est plein de guerre, d'inceste, de trahison, de crimes, de pédophilie. C'est invraisemblable. C'est d'une violence inouïe. Donc si on avait voulu faire un livre qui était un peu genre un livre de bonne conduite, d'une certaine manière, on aurait mis tout ça? Non. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette... Et si d'ailleurs vous pensez que vous vivez dans une famille dysfonctionnelle, je vous rassure, mesdames, messieurs, nous vivons tous dans une famille dysfonctionnelle. Il y a forcément soit une sœur, soit un frère, soit, je ne sais pas, un oncle, une tante, ou même nous. On ne se regarde pas, mais on se dit quand même, ma famille, elle est bizarre, ça marche mal ici et là. Lisez la Bible. Vous allez voir ce que c'est une famille dysfonctionnelle. Je pense que vous vivez dans une famille plutôt équilibrée quand vous regardez des fils qui veulent tuer leur père pour prendre leur place, etc., etc. Donc, il y a cette méconnaissance des textes anciens et des textes sacrés qui fait que j'ai eu cette envie, voilà. Alors je le fais. Je ne sais pas si j'exercerais en tant que pasteur. Ça ne me déplairait pas de célébrer des mariages, de célébrer des baptêmes. Mais bon, je ne sais pas encore. J'ai encore 2-3 petites choses à dire sur l'élégance masculine, mais disons que c'est la deuxième partie la plus importante de mon existence. Et je trouve que voilà, ça me passionne tout simplement. Et ce qui me passionne, j'ai envie de le partager. Voilà, encore une fois, pas pour évangéliser, mais jeter un petit coup d'œil à ça, c'est quand même vachement bien. Le christianisme est quand même fondamental et structurant dans l'histoire de l'Occident. Oui. Il semble qu'effectivement, depuis quelques dizaines d'années, il y a une forme de désacralisation, oui. De perte de vitesse, en tout cas, du christianisme, sous toutes ses formes. Alors, quelles en sont les conséquences, selon vous? Alors, je pense que c'est au-delà de la désacralisation, je pense que on peut aller même un cran plus loin. Pour moi, c'est une perte de transcendance en général. Parce qu'on peut avoir une transcendance pour le sacré, donc religieuse, comme on vient de le dire. Mais on peut aussi avoir une transcendance philosophique, on peut avoir une transcendance, je ne sais pas moi, même politique. C'est-à-dire de se dire, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses, il y a des causes, il y a des réalités qui sont plus grandes que nous. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus rampant, le mal le plus rampant dans nos sociétés d'aujourd'hui. En Amérique, ils appellent ça le me, myself, I. C'est-à-dire, c'est moi, je. Et aujourd'hui, on est dans une société qui a tellement tout aplati, tout le monde... alors, c'est en train de changer, hein, mais ça s'est vraiment horizontalisé, c'est pas facile à dire, que, eh bien, je pense que la vie sans transcendance, donc la transcendance, l'élévation par une conviction, une croyance, qu'elle soit religieuse ou non, d'ailleurs, la transcendance, sans transcendance, je pense que la vie non seulement n'est pas intéressante, je pense et puis surtout, on va vers un ensauvagement total. Parce que s'il y a rien au-dessus de moi, s'il n'y a rien après moi, pourquoi après tout,
je prendrai soin d'autrui. Pourquoi j'irai pas faire ce que je veux constamment jusqu'à des extrêmes, en ne respectant plus la vie, en ne respectant plus personne, etc. Donc je pense que la désacralisation est très dangereuse parce qu'elle a créé une absence de transcendance, ou alors une transcendance de pacotille. J'aime toujours cette image. Moi, tout le monde dit ah oui, bon, les gens sont fous maintenant de la religion, c'est un reflet du passé, blablabla, le sacré. Regardez un match de football, une finale de Coupe du Monde. Moi, je suis plutôt le rugby, j'étais rugbyman avant. Mais regardez des grands événements sportifs. Quand c'est les 5 dernières minutes, ou quand il y a des pénaltys, tiens, regardez dans les tribunes, tout le monde prie. Tout le monde est comme ça. C'est quand même bizarre. Moi, ça m'a toujours choqué. Tout le monde rejette la religion. Mais je suis sûr que dans les moments difficiles de la vie, qui que nous soyons, à un moment, même en cachette dans les chiottes, on va prier. Pourquoi ? Parce qu'on est fait comme ça. Parce qu'on a besoin, à un moment ou à un autre, de se re-questionner. Et s'il y avait quelque chose de plus grand que nous ? Et donc, si on commence à recomprendre, acquiescer sur le fait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, d'un seul coup, ça nous donne des responsabilités et des devoirs. C'est-à-dire que d'un seul coup, la vie n'est pas uniquement cette espèce de passage un peu pas très intéressant, hein, je vous le redis, un sale quart d'heure, quoi. Un gros sale quart d'heure, on essaye de mettre des petits suppléments de beauté ici, un peu de Montmorency, mais c'est quand même un sale quart d'heure, cette affaire-là. Tous, c'est dur la vie. Enfin, je veux dire, faut s'en sortir, faut se battre, faut trouver un compagnon, faut faire une famille, faut avoir des enfants, c'est compliqué, faut les nourrir, faut étudier. On est challengé en permanence. Enfin bref, c'est pas simple, quoi. Eh bien, je trouve que justement, aujourd'hui, la transcendance est la seule porte de sortie possible, et que, moi, je la trouve par ce que je fais, mais aussi par ma foi et par le sacré. Et donc, effectivement, je pense qu'en plus, l'ensauvagement, parce qu'il faut se dire la vérité. Alors, encore une fois, je pense qu'en Suisse, vous êtes un peu épargné par ça, par rapport à la France. Effectivement, je pense que c'est encore un peu plus traditionnel. Quand on est arrivé avec Sonia hier en Suisse, on s'est dit, putain, mais c'est calme ici. Les gens, mais même quand ils vous parlent, les gens sont plus calmes. En France, c'est un peu différent. Et donc, je ne sais pas si vous avez cette réalité-là, mais en France, il y a vraiment un ensauvagement. Et je pense que c'est très, très, très lié à la désacralisation ou à la mauvaise sacralisation. Mais là, je ne veux pas m'aventurer sur des sujets qui sont extrêmement glissants. Mais effectivement, la transcendance, pour moi, c'est tout. C'est-à-dire qu'en gros, sans avoir l'espérance que quelque chose est plus grand que nous, la vie, moi, m'intéresserait qu'assez peu, hein, finalement. Et alors qu'aujourd'hui, je suis un passionné de la vie. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partager ma foi de manière ouverte. Après tout, j'en ai le droit le plus strict. Et il semblerait que ça intéresse 2-3 gens. Donc, je ne suis pas encore un exégète, mais disons que j'essaie au moins de me cultiver un maximum sur le sujet pour pouvoir en parler. En parlant de sujets glissants, j'ai pas entendu. En parlant de sujets glissants, ouais. Qu'est-ce que vous pensez du célibat des prêtres au regard des événements récents, par exemple le scandale avec Notre-Dame de Bétharram, etc. Oui, alors, là vous m'emmenez sur un sujet glissant, même pour moi qui n'est pas très glissant, je trouve que c'est une erreur, tout simplement. D'ailleurs, c'est une invention. Il n'y a aucunement dans la Bible et les Écritures saintes, c'est aucunement mentionné. C'est venu beaucoup plus tard dans l'histoire. Je pense que, regardez-moi, les pasteurs, hein, la preuve en est, moi, je vous l'ai peut-être pas dit, mais enfin, entre ma femme et moi-même, nous avons 5 enfants et 4 petits-enfants. Et moi, je veux devenir pasteur. Donc, les pasteurs protestants, comme vous le savez, ont totalement le droit d'avoir une vie familiale. Ça ne veut pas dire que ce sont, sans mauvais jeu de mots, des enfants de cœur non plus. Il y a des comportements inadéquats à peu près partout. Mais non, je pense que c'est une erreur parce que, alors, ils vont dire, oui, c'est pour mieux se donner à Dieu, de ne pas partager l'amour qu'ils ont pour Dieu. Je peux l'entendre. Et je n'ai pas de, je respecte bien, je respecte ça, mais je pense qu'à un moment ou un autre, Dieu a créé la nature et la nature reprend ses droits. Et que, il y a un moment, c'est comme ça. Voilà, je veux dire, la chasteté n'est pas humaine. Pour moi, hein, tout simplement. Alors, il y a peut-être des gens qui le vivent très bien, j'en doute, personnellement. Disons qu'il faudrait que ça soit un choix, surtout. Il faut d'abord que ça soit un choix, mais surtout, je trouve que, alors, encore une fois, c'est des sujets extrêmement glissants. Alors, l'histoire dont on parle, l'actualité, on parle de ça il y a 20 ou 30 ans, où je sais que c'était vraiment très, très, très présent. Je pense que la nature reprend ses droits et que aujourd'hui, c'est pour ça que, alors, ce n'est pas que pour ça que moi je me sens beaucoup plus à l'aise dans la religion protestante, mais ça en fait partie. Non pas sur les abus sexuels, parce que vraiment c'est un désastre. Quand même on peut rendre
non pas à César, mais à l'Église, le fait qu'ils ont quand même pris responsabilité à un moment là-dessus. Il y a quand même, ils ont admis qu'il y avait un gros problème. Et déjà, admettre, c'est déjà commencer à réparer, et ça, on peut quand même leur rendre grâce sur le sujet, c'est qu'il y a vraiment, ils ont admis que ça existait, et à grande échelle. Donc, fallait quand même, faut avoir de l'estomac pour le faire, hein, pour pas dire plus. Mais bon, moi je pense, moi j'ai choisi le protestantisme tout simplement parce que je suis un intellectuel, enfin intellectuel, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas j'ai une approche intellectuelle des choses, et je trouvais toujours beaucoup plus intéressant d'avoir la liberté d'accéder à ça. Et c'est la même chose pour le mariage. Moi, mon pasteur est un pasteur assez étonnant puisqu'il est égyptien, figurez-vous. C'est un pasteur égyptien qui est né dans un pays musulman, qui a émigré en Australie et qui est maintenant aux États-Unis et qui est marié, qui a beaucoup d'enfants, comme les familles chrétiennes généralement ont beaucoup d'enfants. Et voilà, je trouve que je ne sais pas le dire. J'ai du mal sur ce sujet, mais personnellement, je trouve que c'est pas naturel. Le célibat n'est pas quelque chose de naturel pour l'être humain, tout simplement. Alors, Hugo Jacomet, nous arrivons au terme de notre entretien. Alors, peut-être si vous deviez transmettre un conseil intemporel aux jeunes générations sur l'élégance masculine, oui. Quel serait-il? Oh, alors premièrement, essayez, si le sujet vous intéresse. Encore une fois, on a des chaînes YouTube, on a des livres, vous pouvez vous documenter sur le sujet. Je pense que l'éducation est tout. Mais si le sujet vous intéresse, si ça a piqué votre curiosité, et si vous vous dites qu'après tout, ce que le mec aux cheveux blancs, là, pendant 20 minutes, ou 2 heures, je ne sais pas combien de temps ça va durer, vient de nous dire n'est pas complètement débile, et que ça peut-être vous a ouvert 2-3 cases mentales, c'est ce que j'aime toujours dire, moi. Bien souvent, dans ce genre d'entreprise, je ne parle pas d'une entreprise au terme de la société, dans ce genre de démarche, de se sentir mieux, d'être au meilleur de soi-même, de se sentir plus beau, de se sentir plus élégant, de montrer plus de respect à autrui, de développer un lien social différent avec les gens. On ne parle pas d'être hautain, on ne parle pas de se sentir supérieur, non, on parle d'être au meilleur de soi-même et peut-être d'amener quelque chose de différent dans la vie. Le plus important, c'est le voyage, c'est pas la destination. Vous serez jamais content. Vous serez jamais... Moi-même, ça fait 15 ans que je fais ça. Parfois, d'ailleurs, je le dis, hein, pour casser un mythe, il m'arrive de mettre des jeans et je ne m'habille pas en robe de soie à la maison. Mais c'est vrai que quand je sors, j'aime bien être au meilleur de moi-même. Et maintenant, c'est mon job, évidemment. Mais donc, si tout ça a une résonance pour vous, entamez le voyage. Essayez. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Mettez une veste. Allez sur un site Vinted, je crois que ça s'appelle, le truc de seconde main. Ou même, il y a des friperies partout. Essayez de trouver une belle veste en tweed qui vous va bien. Vous allez voir, votre copine, elle va adorer ça tout de suite. Ou alors... mais allez, surtout, prenez votre temps. Voilà. Je pense que, et ça vaut pour tous les secteurs de la vie, c'est très contre-intuitif ce que je suis en train de dire, parce que l'intelligence artificielle, on veut tout de suite. Maintenant, on se fait livrer à manger, en fait, on vit dans une époque de prêt à porter, prêt à manger, prêt à penser, prêt à baiser, excusez-moi, hein, mais prêt à tout, quoi. Tout est prêt à. Eh bien, nous, on dit ralentissez. Essayez de vous intéresser au sujet. Et si l'élégance masculine vous intéresse, vous allez voir, il y a des dividendes incroyables à retirer de ça dans votre vie personnelle, mais allez-y doucement. Éduquez-vous, étudiez, commencez par la seconde main, dépensez pas trop d'argent, ou allez, les petites opérations qu'on fait de temps en temps avec Blandin de Loi pour quelques centaines d'euros payables en plusieurs fois, faites vos essais sans vous ruiner, et petit à petit, voyez ce que ça vous apporte. Et si ça vous apporte quelque chose, et je sais que ça peut apporter énormément de choses à beaucoup de gens, parce qu'après tout, on dit des choses avec comment on s'habille, on dit des choses avec les vêtements, on dit des choses, et d'ailleurs c'est peut-être même la chose la plus importante qu'on dit immédiatement, surtout pour les gens qu'on ne connaît pas. C'est quand même un sujet qui a été malmené pendant un certain nombre de gens, donc, et arrêtez de vous faire lobotomiser par Ralph L, Giorgio A, Hugo B, tous ces gens-là, qui franchement vous vendent des choses très chères alors que la qualité n'est pas là. Oubliez les marques un tout petit peu. Réintéressez-vous s'il y a peut-être pas un grand tailleur parce que ça coûte cher, mais peut-être une petite maison de sur-mesure pas loin de chez vous. Poussez la porte et vous allez voir, il y a un univers fascinant derrière ça et insoupçonné. Et surtout,
essayez d'être au meilleur de vous-même, parce que c'est quand même, je pense, aussi une forme de transcendance. Être au meilleur de soi-même, c'est refuser que la vie soit pas exactement comme vous le vouliez, c'est vraiment au contraire essayer de reprendre la main. Et peut-être que reprendre la main sur son propre style, c'est peut-être une première étape. Hugo Jacomet, merci pour cet entretien. Avec joie.